donc je pars. Donc si vous vous souvenez bien, on avait trouvé que UC M bar, c'était égal à grand E, divisé par 1 plus J oméga sur Q oméga 0 moins oméga 2 sur oméga 0 carré. D'accord? C'est ça. Donc ça, vous le faites par cœur. Et donc le module de UCM bar, à savoir l'amplitude de la tension UC, d'accord? C'est tout simplement E, ça c'est positif, il n'y a pas de problème, sur racine de 1 moins oméga 2 sur oméga 0 carré, le tout au carré, plus oméga 2 sur Q carré, oméga 0 carré, partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré. Théoriquement, c'est ce que vous êtes censé avoir sur vos tablettes. Alors, oui, oh là là, ça va, c'est mon feuille, quoi. De mon temps, on l'écrivait à la cire avec un stylet, voilà. Bon, ça arrive, quoi. Alors, on va donc devoir étudier cette fonction en fonction de oméga, et donc, en fait, vous voyez que j'avais triché à un moment donné, j'avais dit, regardez, ça c'est UCM de oméga, d'accord? Donc, on réinvente une nouvelle variable. Et donc, on va devoir la dériver par rapport à oméga pour trouver ces variations. D'accord? Alors, il y a une espèce d'astuce dans ce genre de cas, c'est qu'en fait, on ne va pas étudier tout ça. En fait, on va se rendre compte de quelque chose, c'est qu'en fait, UCM se met sous la forme E sur racine de, je vais l'appeler G, tiens, voilà. G de oméga. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? UCM d'oméga, c'est égal à ça, d'accord? Ou G de oméga, c'est tout simplement tout le machin qu'il y a dedans. Et en fait, il s'avère que E sur racine est une fonction qui est strictement décroissante sur R+. D'accord? Et donc, en fait, étudier les variations de UCM, ça revient à étudier les variations de G et à les prendre à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, UCM est croissant quand G est décroissant, UCM est décroissant quand G est croissant, les maximums de UCM sont les minimums de G, et inversement. D'accord? Donc, la fonction qui a x associe E sur racine de x est strictement décroissante sur R+. Donc, les variations de UCM sont opposées à celles de G. Autrement dit, on étudie G et on switchera en fait pour avoir les variations de UCM. D'accord? Voilà. On étudie donc G qui a la fonction qui a oméga associe 1 moins oméga 2 sur oméga 0 carré au carré plus oméga 2 sur Q carré oméga 0 carré. Voilà. Alors, si vous ouvrez des livres ou si vous allez sur Internet pour voir ce calcul, très souvent on pose x égale oméga sur oméga 0 carré sur oméga 0 pour alléger les notations. En général, moi je trouve que ça vous embrouille plus qu'autre chose, donc je vais le laisser comme ça. Et donc pour étudier les variations d'une fonction, on n'a pas tellement le choix. Il n'y a qu'une seule méthode, c'est quoi? C'est de la dérivée. Voilà. Donc on calcule la dérivée de g par rapport à quelle variable donc? Par rapport à oméga, oui, il n'y a plus de temps, hein, ça c'est important, ce changement de paradigme, de oméga. Et donc on est parti. Alors, c'est donc tout d'abord une somme, d'accord? Et ensuite vous dérivez à chaque fois le carré d'une fonction, ok? Donc on y va, on va faire ça, on va parser ça doucement. On va déjà s'occuper de ce terme-là, donc c'est la dérivée d'un carré. Donc c'est 2 fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur, multiplié par ce qu'il y a à l'intérieur. Ok? C'est quoi la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur? Ouais. Moins 2 oméga sur oméga 0. Moins 2, pourquoi oméga 0? Oméga 0 carré, hein, lui il touche pas, d'accord? Donc moins 2 oméga sur oméga 0 carré, qui est la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur par rapport à oméga, multiplié par ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire 1 moins oméga 2 sur oméga 0 carré. D'accord? Ça c'est la dérivée de ce terme-là. Plus, je suis désolé, moi j'ai pas assez de place, mais vous devez avoir de la place. Dérivée de ce terme-là. 2 oméga sur oméga 0. 2 oméga, effectivement, c'est la dérivée d'un carré, il n'y a pas de problème. Sur Q carré, oméga 0 carré. Voilà. Et donc le
but du jeu, donc pour étudier les variations, qu'est-ce qu'on doit étudier? Le signe, effectivement, de la dérivée, donc, alors quand vous étudiez le signe. Donc c'est la première fois qu'on fait un vrai calcul de dérivée comme ça cette année. Quand vous voulez étudier le signe de quelque chose, il faut vraiment être obsédé par une seule chose, c'est la factorisation. Tout simplement parce qu'on a des théorèmes forts sur le signe d'un produit, alors qu'on n'a aucun théorème fort sur le signe d'une somme. Enfin, si, la somme de termes positifs, positifs, mais mis à part ça, on n'a pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut factoriser ici, à votre avis? On peut effectivement factoriser 2 oméga sur oméga 0 carré. En tout cas, naturellement, c'est celui qui sort le plus facilement. Donc, on est parti. Je vais mettre 2 oméga sur oméga 0 carré en facteur et je vais commencer à me débrouiller. Donc, vous voyez qu'ici, ça fait à peu près tout ce terme-là, au signe près. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement opposer ce truc-là. C'est pas inversé, c'est opposé. Inversé, c'est dans l'autre sens. D'accord. Voilà, c'est opposer ce truc-là en n'oubliant pas le 2 qu'il y a devant. Donc, ça fait oméga carré sur oméga 0 carré moins 1. D'accord. Donc, pour absorber le moins. Et là, il reste quoi si je factorise 2 oméga sur oméga 0 carré? Il reste tout simplement 1 sur q carré. D'accord. Et ça, en fait, ça a l'air compliqué, mais c'est très très cool, tout simplement, parce que ce truc-là, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est positif. Hein. Alors, petite remarque, on fait une étude de... Donc, je sais qu'en physique, on s'assoit un peu sur des rédactions propres, mais on étudie cette fonction sur son espace de définition, et son espace de définition, c'est R, tout simplement, parce qu'une pulsation est nécessairement positive, d'accord? C'est pas une contrainte mathématique, c'est une contrainte physique, en l'occurrence, d'accord? Donc, on étudie ce truc-là sur R+, d'accord? On ne se pose pas les questions de ce qui se passe sur R-. Donc, ce truc-là est positif ou nul, ça peut éventuellement être nul si jamais oméga vaut 0, il n'y a pas de problème dans cette histoire. Et donc en fait, étudier le signe de ça revient à étudier le signe de ce truc-là. D'accord? Donc ça c'est plutôt cool. Et en fait ça va très bien se passer. Donc on étudie le signe de... Donc, alors je vais le remettre un peu en forme. Je vais développer. Ou alors, ouais, de 2 oméga 2 sur oméga 0 carré. Et vous voyez que si je développe le 2, ça fait moins 2. Donc je vais le mettre comme ça, plus 1 sur Q2, moins 2. On est d'accord que c'est la même chose que là-bas, j'ai juste développé le 2. Et en fait, donc, on fait ça, hein, de ce truc-là. Or, bah là on va faire des équivalents, hein. 2 oméga sur 2 oméga 0 carré plus 1 sur Q2 moins 2 est positif ou nul. Ça, c'est équivalent à dire que quoi? Donc là, on va avancer doucement. C'est équivalent à dire que 2 oméga, 0, oméga carré sur oméga 0 carré est supérieur ou égal à 2 moins 1 sur Q2. Pas de problème ici, hein, c'est une somme de chaque côté d'une égalité. On est d'accord? Voilà. Je vais ensuite tout diviser par 2. Dans les inégalités, c'est où c'est pour quel genre d'opération qu'il faut que je me pose des questions? Ouais. Multiplication, division, enfin grosso modo, toute composition par une fonction qui serait éventuellement décroissante et ou discontinue, d'accord? Donc il y a quand même 2-3 problèmes. Ici, je vais diviser par 2, problème, pas problème? Non, A2 est positif, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Et donc ça me donne que oméga 2 sur oméga 0 carré, donc c'est équivalent, hein, c'est-à-dire que oméga 2 sur oméga 0 carré, tout simplement 1 moins 1 sur 2Q2. Et ensuite, je vais tout simplement multiplier par oméga 0 carré, j'ai pas de problème, donc c'est équivalent à dire que oméga 2 c'est oméga 0 carré facteur de 1 moins 1 sur 2Q2. Je n'ai aucun problème à faire ça, enfin en tout cas, parce que oméga 0 carré est une grandeur essentiellement positive, pas de problème. Et donc maintenant j'ai passé à la racine, d'accord? Pour ça il faut que, enfin, plus exactement, on aimerait bien passer à la racine, il faut que je me fasse une petite pause là. Et pour ça il faut que je vérifie que les deux côtés de mon inégalité soient positifs. Or, il s'avère que oméga 2 est effectivement essentiellement positif, il n'y a pas de problème majeur, mais ce truc-là, avec un magnifiquement en plein milieu, vous raconte qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours positif. Donc en fait, on va avoir une disjonction de cas. Donc on a une disjonction de cas qui est très simple, soit ce truc-là est négatif, auquel cas c'est toujours vrai. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Donc, premier cas, si 1
moins 1 sur 2Q2 est négatif, cette inégalité est toujours vraie. Autrement dit, si 1 moins 1 sur 2Q2 est négatif, ça signifie que en fait, ce truc-là est toujours positif. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Hein? Okay. On fera un résumé à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc, mon système est résolu. Hein, ça veut dire que les solutions de ce truc-là, c'est R+. De cette inégalité-là, c'est tout R+. Sinon, eh bien, en fait, ceci est équivalent à, et là, j'ai le droit de passer à la racine. Racine est une fonction strictement croissante sur R+, donc le sens de l'inégalité n'est pas modifié, d'accord? Et sinon, c'est équivalent à dire que oméga est supérieur ou égal à oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 2Q2. Radicand qui est positif, puisque 1 moins 1 sur 2Q2 est strictement positif, comme on l'a donné. On est d'accord là-dessus? Voilà l'idée. Donc on va faire un bilan. Alors, petite remarque, avant de finir. 1 moins 1 sur 2Q2 négatif, c'est équivalent à quoi en termes de valeur de Q? Vous pouvez y aller vite si vous voulez. C'est effectivement 1 sur racine de 2 la valeur bascule de Q dans cette histoire, d'accord? Et donc Q, 1 sur racine de 2, c'est quoi la... C'est plus grand ou plus petit? Alors, faites des tendres, vous voyez que quand Q tend vers plus l'infini, ce truc-là est positif. D'accord? Au contraire, quand il vaut 0, enfin quand il tend vers 0, ce truc-là tend vers un truc négatif. Donc en gros, si ce truc-là est négatif, ça signifie que Q est supérieur ou égal à 1 sur racine de 2. D'accord? Si vous voulez le prouver, hein, vous mettez l'autre côté. Je me suis trompé d'ailleurs. Attendez, ce que je raconte. C'est négatif, je m'embrouille. Non, je m'embrouille, excusez-moi, je fais des bêtises. Si, c'est bon. Je passe de l'autre côté, ça fait plus petit, pardon. Plus petit. Voilà, donc là, je fais des bêtises. Voilà. Q plus petit, mais j'aurais dû faire ça proprement. Q plus petit que 1 sur racine de 2. On est d'accord? Voilà. Ok? Donc, après ces manipulations d'inégalité, hein, dézoomez bien sur ce calcul, sur ce qu'on fait, la disjonction de cas, comment ça fonctionne. On va pouvoir faire un petit bilan. D'accord? Bilan. Alors, si Q est inférieur ou égal à 1 sur racine de 2, d'accord? Ça signifie que ce truc-là est négatif. Ça signifie que ce truc-là est toujours vrai. D'accord? Si Q est inférieur à 1 sur racine de 2, on a quel que soit oméga appartenant à R+, et bien en fait, 2 oméga 2 sur oméga, enfin, comme ça, dg sur d oméga de oméga est tout simplement toujours positif ou nul. On est d'accord? Tout le monde arrive à remonter jusqu'au bout. Je rappelle que le signe de dg sur d oméga, c'est le même que le signe de ce truc-là. Donc, si Q est inférieur ou égal à 1 sur racine de 2, cette inégalité est toujours vraie. Donc, cette inégalité est toujours vraie. Donc, dg sur d oméga est toujours positif. D'accord? Dans l'autre sens, si Q est supérieur strictement à 1,5, alors, eh bien, en fait, dg sur d oméga de oméga est positif ou nul quand on fait... Oui, je t'écoute. C'est un racine de 2, pardon, je vous dis. Merci. Racine de 2. Alors, dg sur d oméga de oméga. Et c'est ça. dg sur d2... J'y arrivé. dg sur d2 oméga de oméga est positif si et seulement si cette inégalité est vraie. Et donc, si et seulement si, en fait, oméga est plus grand que oméga 0, racine de 1 moins 1 sur 2Q2. Si et seulement si oméga est plus grand que oméga 0, racine de 1 moins 1 sur 2Q2. Et dg sur d oméga de oméga est négatif si et seulement si oméga est strictement inférieur à oméga 0, racine de la même chose.
D'accord? Voilà l'idée. Voilà nos 3 cas qui vont nous permettre d'étudier les variations de UCM. D'accord? On est d'accord là-dessus? Sur ce bilan partiel? Oui? Non? Vous êtes dedans? Vous y arrivez? D'accord. Donc on va faire un tableau. Ça va pas être très compliqué. Alors là on va dézoomer un peu. On va remonter jusqu'à UCM. D'accord? Donc, première conséquence. Donc le cas, ce cas-là, pour l'instant, je lui fous la paix. Bien sûr, on va l'écrire. D'accord? Donc, si Q est... alors, celui-là, on va l'écrire en gros. Si Q est inférieur ou égal à 1 sur racine de 2, d'accord? Vous commencez à voir le truc pénible parce que dans les régimes transitoires, c'est pas la bonne limite, c'est pas la même limite. C'est un demi, c'est con, c'est comme ça, d'accord? Voilà. Donc si Q est inférieur ou égal à 1 sur racine de 2, alors UCM, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on va dézoomer. Ça signifie donc que dg sur d oméga est toujours positif, ça signifie que g est toujours croissante. Comme UCM a des variations opposées à celles de g, ça signifie que UCM est toujours décroissante. D'accord? Alors UCM est décroissante sur tout R+. D'accord? Donc on peut faire un magnifique dessin. Voilà, donc ça c'est le premier comportement. On est en fonction de oméga. On trace UCM. Quelle est la valeur de UCM en 0? Non mais on a passé 1 heure à discuter quand c'était pas le temps. D'accord? Bah regardez l'expression. Hein. Vous remplacez oméga par 0 dans UCM et puis vous me dites. Hein? Comment une tension peut être égale à une pulsation? Ça, juste, je peux pas, quoi. Je peux même pas. Comment? C'est pas possible, ça. Mais même la dérivée, ça peut pas être égal à oméga 0. C'est E, effectivement. D'accord? Bon. Si vous remplacez oméga par 0, ça donne E. Et vers quoi tend vers UCM quand oméga tend vers plus l'infini? Hein? Vers 0, effectivement. Donc vous avez une courbe qui part de E. D'accord? Et qui est essentiellement décroissante. Petite remarque, que vaut la dérivée de UCM quand oméga vaut 0? Alors en fait, vous voyez que vous avez des 1 sur oméga, donc ça a tendance à faire diverger G. Ce truc-là, en fait, a une tangente horizontale au départ. Ouais. Je t'écoute, Sam. Ça, d'accord. Si quand oméga tend vers 0, la dérivée de G tend vers plus l'infini. Donc ça signifie que la dérivée de E tend vers... non, ça vaut 0, pardon, non, ça vaut 0. Je dis n'importe quoi, ça vaut 0, oui, ça vaut 0. Oui, non, t'as raison, t'as raison. Mais de toute façon, ça fait une... L'idée, c'est que la dérivée de U, c'est G' fois sur G puissance 3,5. On est d'accord? Avec un petit facteur moins devant. Donc quand G' vaut 0, la dérivée vaut 0 aussi. Tout ça pour vous raconter que vous avez une tangente horizontale ici, et qu'ensuite ce truc-là descend doucement vers 0. D'accord? Voilà. Alors, vous pouvez vous convaincre, et ça, vous pouvez faire un peu de Python pour vous en convaincre. Plus vous allez avoir une valeur de Q qui va être faible, et plus en fait vous allez descendre vite vers 0. Oui, je t'écoute, Samy. Ça va atteindre 0 ou ça va... Ah non, ça ne peut pas atteindre 0, c'est impossible. C'est une asymptote. Ça, c'est un comportement asymptotique, ça se voit. Hein. Tu vois que le dénominateur peut littéralement pas valoir plus l'infini. Exactement. Donc en gros, en fait, hein, si je fais plusieurs courbes, ça vous allez avoir des courbes comme ça. D'accord? Donc là, des espèces de courbes comme ça. Donc, si vous voulez lire ça, quand Q augmente. Vous comprenez ce que ça veut dire ce graphique-là? D'accord? En fait, vous parcourez les différentes courbes comme ça au fur et à mesure que Q augmente. Bien sûr, contrairement à ce que mon graphique raconte ça passe jamais en dessous de 0. D'accord? Voilà. Donc, grosso modo, plus Q est bas,
et plus en fait vous avez tendance à plonger très rapidement en fréquence vers 0. Okay. Autrement dit, plus Q est bas, alors ça on va essayer de dézoomer un peu les choses. Ce que cette courbe vous raconte, c'est que si jamais vous prenez un générateur sinusoïdal à très basse fréquence, alors la tension en borne du condensateur va avoir une amplitude qui va ressembler à celle du générateur. D'accord ? Par contre, si vous commencez à augmenter la fréquence, le générateur va osciller toujours avec la même amplitude, et par contre la tension en borne du condensateur, elle, va osciller extrêmement faiblement. Ça, en fait, c'est un truc assez facile à comprendre. Je vous rappelle que le condensateur, c'est des choses qui imposent la continuité de la tension. Ça, c'est la version extrême du problème, et vous pouvez avoir un théorème un peu plus soft qui dit en fait que ce que ça raconte, c'est que le condensateur s'oppose à des variations rapides de la tension à ses bornes. Vous comprenez la logique ? Une discontinuité, d'une certaine façon, c'est juste une variation ultra rapide de la tension. Mais en fait, vous pouvez tendre vers la discontinuité en ayant des variations plus ou moins rapides. Et il est clair que le condensateur, de manière très générale, à haute fréquence, ne va pas pouvoir encaisser des variations rapides, simplement parce que comme il s'oppose à des variations rapides de la tension, et bien en fait sa tension n'arrivera jamais à monter et à descendre le temps que vous fassiez une période. Donc en gros, on trouve un truc assez naturel, c'est qu'à basse fréquence, votre condensateur va avoir le temps de se charger et de se décharger au rythme du générateur, d'accord ? Mais si vous arrivez à haute fréquence, votre générateur va continuer à monter, votre condensateur il va faire ce qu'il peut pour suivre, mais il n'y arrivera pas. D'accord ? Alors, petite remarque, je commence à parler de filtrage. Ça, c'est quelque chose que vous expérimentez tous les jours quand vous montez dans un véhicule. Lorsque vous êtes en voiture, si le profil de la route varie lentement, votre voiture suit la route. Donc vous restez collé à la route, vous êtes content. Mais si vous avez des pavés, des trucs qui font ça, et bien en fait, votre voiture, votre roue va faire ça, mais votre voiture ne va pas faire ça. D'accord ? Donc en fait, vous filtrez les hautes fréquences, et c'est ça le principe des amortisseurs. D'accord ? Faites la même chose avec un vélo, vous allez voir que c'est pas pareil. Un vélo, c'est comme ça. Si vous n'avez pas d'amortisseur devant, un vélo, c'est comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en bas se retrouve en haut. D'accord ? Puisque le vélo est rigide, donc voilà. Ok. Vous roulez avec un vélo sur des pavés, vous savez exactement ce que ça fait. Ça fait une visite chez le dentiste si vous serrez trop les dents. Ouais. Pour un condensateur, c'est comme. C'est un truc qui va s'opposer aux variations. C'est pas si simple que ça à comprendre en fait. En gros, c'est un truc qui va. C'est une histoire d'inertie. C'est une histoire d'inertie plus que de frottement. C'est un truc inertiel qui va faire en sorte que, grosso modo, vous n'allez pas arriver à lui faire des variations rapides de tension. Donc, grosso modo, à haute fréquence, un condensateur va s'opposer à ça. Ouais. Est-ce que c'est comme des suspensions ? C'est exactement comme des suspensions. D'accord. D'ailleurs, vendredi, je vous montrerai une version mécanique de ce qu'on est en train de regarder maintenant pour le filtrage, puisque c'est exactement la même chose. On est d'accord là-dessus. D'ailleurs, si vous avez, mais je sais plus, je vous ai donné des exercices à faire pour aujourd'hui, mais je vous ai dit que vous pouvez faire mardi, c'est ça ? Enfin, je sais pas comment j'ai dit. Vous avez dû tomber dans la planche sur les exercices sur un truc mécanique, dans la liste des exercices que je vous ai suggéré de faire. Oui, enfin voilà, c'est demain, voilà. Donc vous tomberez demain, plus exactement, sur un exercice de mécanique dans cette histoire, d'accord ? Et tout d'un coup, vous aurez des X, des vitesses, du K, du M, d'accord ? Donc, entre guillemets, rien à voir avec ça, mais en fait, tout à voir avec ça. Ok ? Donc ça, c'est ce qui se passe, et notez-le impérativement sur ce graphique, pour Q inférieur ou égal à 1,5. À 1 sur racine de 2, pardon. Si Q est inférieur ou égal à 1 sur racine de 2, autrement dit, si vous avez beaucoup de frottements, je vous rappelle, Q est d'autant plus petit que vous avez des frottements élevés. Donc, des frottements, de la dissipation, etc., etc. Q est en 1 sur R. Vous vous souvenez ? Il y a 1 sur R dans Q, donc si R est très grand, Q est petit. Grosso modo, ce que Q vous raconte, c'est le fait que vous avez beaucoup de dissipation dans cette histoire. Oui. C'est vrai que la courbe, elle prend plus de temps à descendre qu'au Q, non ? En Q, il a la limite que quand tu passes en 2. En fait, elle va ressembler juste à ça. Et à un moment donné, on va faire la suite, tu vas voir comment ça passe. D'accord ? Donc maintenant, on va s'intéresser au cas qui est un peu plus riche, de Q plus grand que 1 sur racine de 2. D'accord ? Donc on est parti, voilà, ok. Deuxième chose, là c'est pas en orange, pas encore, on a un peu de boulot. Si Q est strictement que plus grand que 1 sur racine de 2, on a en fait le tableau suivant. Donc là je vais faire un tableau de signes. Vous voyez que pour le premier cas, j'ai pas besoin de faire un tableau de signes, la fonction est décroissante, je t'écoute, petit. Pardon ? Non, c'est pas en rouge, on a encore du boulot à faire avant le bilan. Donc voilà. Donc vous avez oméga ici, vous avez donc de 0 à plus l'infini. On est d'accord qu'avant j'ai pas fait de tableau de signes parce que ça servait à rien ?
c'était monotone, donc il n'y a pas de souci, mais là j'ai un peu de boulot à faire. Et donc ici, en oméga, c'était quoi la valeur bascule? C'est écrit là-bas. C'est la valeur bascule de oméga cette fois, d'accord? C'est oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 2Q2. D'accord? Si j'écris dg sur d oméga, je ne sais pas si vous notez encore ça comme ça en terminale, mais jusqu'après le contraire c'était ça, vous mettez un 0 ici, d'accord, pour dire que ça bascule. Et donc si on reprend notre truc bien dans le détail, c'est positif ici et c'est négatif ici. D'accord? Donc g est une fonction qui va être comment? Décroissante d'abord, puis croissante ensuite. D'accord? Pas de problème. Et donc UCM va être comment? Croissante d'abord et décroissante ensuite. Elle va partir de E là, ça ne change pas. Et elle va finir à 0 de l'autre côté, ça ne change pas non plus. On constate donc que UCM présente un maximum d'amplitude à une fréquence ou à une pulsation servie au même non nulle. UCM présente donc une résonance. D'accord? Voilà. Résonance, et là vous avez un truc absolument incroyable, c'est que la tension en borne du condensateur dépasse la tension en borne du générateur. Elle est au-dessus. Ça, c'est compliqué à comprendre. Ce n'est absolument pas grave. Je vous rappelle que le condensateur ne stocke aucune énergie en moyenne. Donc il est tranquille. Et en fait, ça vous raconte que si la loi d'Émaille est vraie à chaque instant, que si le condensateur dépasse le générateur d'un côté, ça signifie qu'il y a un autre dipôle qui doit être en dessous du générateur de l'autre côté pour que la somme fasse bien E. Et à l'arrivée, en l'occurrence, doit être donc en négatif. Hein, d'accord? Et ça, en fait, c'est la bobine. Et ça procède du fait que comme la bobine et le condensateur sont en opposition de phase, quoi qu'il arrive, le condensateur, quand la tension du condensateur est positive, la tension pour de la bobine est négative, et donc la somme des deux peut tout à fait donner à peu près n'importe quel nombre, entre moins l'infini et plus, enfin en tout cas entre moins l'infini et plus l'infini, c'est ça. Donc pas de magie dans cette histoire, pas d'angoisse, et énergétiquement vous pouvez rien en faire. C'est le condensateur passe juste sa vie à récupérer puis à rebalancer dans l'autre sens, c'est rien de très méchant. Alors, on est parti, donc première chose, ça c'est le premier théorème. Là, on va passer en orange. Si Q est strictement plus grand que 1 sur racine de 2, alors UC présente une résonance. Attention aux notations, c'est UC comme ça, c'est la grandeur physique réelle, d'accord? Donc c'est un petit UC, d'accord? Parce que son amplitude présente un maximum. Présente une résonance en oméga R, donc on l'appelle oméga R pour pulsation de résonance, et oméga R vaut tout simplement oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 2Q2. D'accord? Petite remarque, oméga R est donc comment par rapport à oméga 0? C'est plus grand, c'est plus petit, ça dépend. Pourquoi c'est plus grand? Un raisonnement. Si on a Q, je sais pas, enfin, c'est long, hein. Je sais pas si on met dans 2 secondes. Mais C'est pas long, ça prend une ligne. Mais c'est long parce que tu te trompes en fait. Ouais. Ça dépend de. Si oméga il est plus petit que l'oméga. Baptiste? Non mais arrêtez avec Q. Et vous n'allez pas me parler du radicand. Le radicand il est défini, il est positif, il n'y a pas de question là. Pourquoi c'est plus grand? De quoi vous parlez? Non, c'est l'amplitude qui est plus grande, pas X, vous confondez ça et ça. Oui. Oui, le radicand est plus petit que 1. Donc le radicand est plus petit que 1. Racine de x est plus petit que 1, si x est plus petit que 1. Il n'y a pas de question à se poser. Ne raisonnez pas sur le signe du radicand. Le radicand est positif. Sinon, vous ne pouvez pas le mettre sous la racine. C'est pas compliqué. D'accord? Voilà quoi. On est d'accord? Donc oméga R est forcément plus petit que oméga 0. Et oméga R tend vers oméga 0 quand Q augmente. Autrement dit,
dès que Q est un peu grand, vous commencez à avoir l'habitude de ce genre de raisonnement, dès que Q est un peu grand, oméga R et oméga 0 vont être relativement similaires. Je ferai un petit encadré spécifique sur ce sujet. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors, la seule chose qui nous manque, c'est ça, c'est-à-dire la valeur de UCM au maximum. Là, effectivement, ça sera plus grand que E, mais la question, c'est de combien? D'accord? À quel point ça peut être grand? Et là, il faut faire le calcul, c'est pas simple, d'accord? C'est un calcul qui se passe pas très bien. C'est un calcul assez déprimant, c'est un calcul qui se passe pas bien. En fait, on a envie qu'il y ait des simplifications partout et elles n'arrivent pas. C'est triste, hein. Voilà. Mais c'est comme ça. Donc, donc là, c'est à nouveau en blanc, on est en oméga R, d'accord? Et je vais donc calculer la valeur de UCM, d'accord? Donc j'ai UCM de oméga R qui est égal à E sur racine de, alors on est parti, 1 moins. Donc je remplace oméga par sa valeur, d'accord? Ou oméga carré par sa valeur. Vous voyez que dans UCM, j'ai que des oméga carrés, on est d'accord? Donc oméga carré, c'est oméga 0 carré facteur de 1 moins 1 sur 2Q2. Et si vous regardez ce qu'il y a dans UCM, il n'y a que des oméga carrés sur oméga 0 carré. D'accord? Donc en fait, grosso modo, à chaque fois que je vais avoir cette espèce de paire oméga carré sur oméga 0 carré, je vais tout simplement la remplacer par 1 moins 1 sur 2Q2. Donc là, c'est pas très compliqué. Donc j'ai 1 moins 1 sur 2Q2, le tout au carré, d'accord? Ça c'est le terme oméga moins oméga carré sur oméga 0 carré, le tout au carré, plus 1 moins 1 sur 2Q2 divisé par Q. Carré. Je me disais bien qu'il manquait un bout. Donc par carré partout. On est au clair là-dessus, j'ai juste remplacé, donc encore une fois, si vous voulez le noter, hein, car oméga R sur oméga 0, le taux au carré, c'est 1 moins 1 sur 2Q2. Vous pouvez le noter quelque part si vous avez envie que ça, de vous souvenir de cette, entre guillemets, astuce. D'accord? Donc on va faire le calcul. Ça va bien se passer, non, mais bon, enfin, c'est pas méchant, quoi. Donc ça, c'est égal. J'ai toujours mon E en haut. J'ai toujours ma racine ici qui se promène, d'accord? Encore une fois, retenez comment on calcule. On pose d'abord les containers. D'accord? La fraction, la barre, la racine, d'accord? Tout ça, on n'y pense plus, c'est fini, c'est derrière nous, c'est du recopiage. Et on y va. Alors ici, on se retient de développer comme des clowns, tout simplement parce que 1 moins ça. Alors, oui, enfin 1 moins 1, ça fait 0, effectivement. Donc en fait, l'ensemble donne tout simplement 1 sur 2Q2. Et donc le tout au carré, ça va faire 1 sur 4Q4, effectivement. D'accord? Donc là, je vais avoir tout simplement 1 sur 4Q4. Là, je vais avoir plus 1 sur Q2. Et là, on aimerait tellement. Eh ben non. Eh ben non. On aimerait bien avoir le 1 sur 4Q4, hein, on serait content, quoi. Ben non. Il sort pas, c'est comme ça. Ça ne change pas d'une année sur l'autre. C'est toujours décevant. Donc pas de simplification sympa dans cette histoire. Juste un 1 sur 4Q4 qui sort dans cette histoire. Voilà. Donc on a tout simplement E sur racine de 1 sur Q2 moins 1 sur 4Q4. Tout simplement parce que Q est parce que 1 quart moins 1 demi, c'est moins 1 quart. Pardon, je vais rien voir avec Q dans cette histoire. On est d'accord là-dessus? Je vais mettre ça un peu plus en forme. Alors, en particulier, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par bon, je vais faire quoi? On va aller par Q carré, histoire de tout virer, d'accord, et de ne pas avoir trop de fractions là-dedans. Et donc j'ai tout simplement que UCM de oméga R est égal à E facteur de Q carré. Et donc vous voyez que si je multiplie le numérateur et le dénominateur par Q carré, ça me fait rentrer un Q4 à l'intérieur de la racine. D'accord? Et donc je vais avoir un racine de, donc mon premier terme va me donner Q2 moins 1 quart. Voilà. Qui est un résultat qui n'est pas à connaître par cœur, parce qu'en fait ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez que dès que Q va devenir un tout petit peu grand, vous allez en fait pouvoir négliger 1 quart devant Q carré. C'est toujours le même problème, dès que Q va être plus grand que 2, 3, à peu de choses près, vous allez avoir en fait, pouvoir négliger 1 quart devant Q2, et donc ça va vous donner simplement E fois Q. D'accord? Donc c'est le résultat que vous avez à connaître. Si Q est assez grand,
Donc c'est le même critère de assez grand que celui qu'on avait, le 1 sur 4 Q2, parce que pour le coup, vous retrouvez exactement la même expression, donc c'est exactement les mêmes critères que ceux qu'on utilisait en régime transitoire, il n'y a pas de problème. Donc si Q est assez grand, UCM en oméga R est à peu près égal à E fois Q. D'accord, car Q2 moins 1 quart est à peu près égal à Q2. Donc vous voyez que vous avez un Q carré en haut, un racine de Q en bas, et donc ça vous dit E fois Q. Ce résultat-là, il y a un résultat absolument hallucinant. Ça vous raconte que si Q vaut 100, la tension aux bornes du condensateur a une amplitude qui est 100 fois plus grande que celle du générateur. Vous pouvez atteindre des tensions absolument, enfin des amplitudes de tension absolument surréalistes dans cette histoire. D'accord ? Sachant que si vous faites ça avec le condensateur, forcément vous faites la même chose de l'autre côté avec la bobine pour que globalement, en fait, vous pouvez faire le calcul à la résonance pile poil, la bobine et le condensateur ont des tensions exactement opposées. Donc la somme des deux vaut 0, et c'est juste la résistance qui de l'amplitude vaut E, mais qui oscille tranquillement avec le générateur, des pouces quoi. Voilà. On est d'accord là-dessus ? Donc ça c'est la première chose, et donc je vais pouvoir vous tracer les courbes en admettant le résultat sur l'acuité dans le cas où Q est plus grand que 1,5. On va poser oméga 0 ici, on va dire que c'est UCM là, mettre oméga. On met comme légende dans ce graphique que Q est strictement supérieur à 1 sur racine de 2. Vous avez toujours une tangente horizontale ici qui part de E, vous tendez toujours vers 0 quand oméga tend vers plus l'infini. Et vous avez en fait un maximum qui ne peut pas dépasser ce mur, puisque oméga R est toujours plus petit que oméga 0. Donc grosso modo, vous avez une courbe qui fait ça c'est la version Q pas trop grand. D'accord. Donc vous voyez, tout à l'heure on était sur une courbe qui plongeait comme ça, et puis au fur et à mesure, en fait, vous allez avoir un maximum qui va commencer à popper, là, tranquillement. Donc si Q n'est pas très grand, vous allez avoir un truc comme ça. Voilà, là. Donc un maximum qui va se développer, et plus Q va être grand, plus en fait vous allez avoir oméga 0 qui va tendre vers oméga R qui va tendre vers oméga 0, et ça va se cogner sur le mur, et donc au bout d'un certain temps vous aurez des tensions qui peuvent être extrêmement grandes, qui vont monter comme ça, à peu près pareil, et qui vont faire une espèce de maximum quasiment oméga R pour redescendre extrêmement brutalement ici. D'accord ? Sachant que oméga R, sachant que oméga 0 ne dépasse littéralement jamais oméga R. Oui. Les maximums sont sur oméga 0. Toutes les courbes. Je sais que je suis pas bon en dessin, mais là il est clair que les maximums ne sont pas en oméga 0 quand même. Je picole pas aussitôt dans la journée, quoi, je veux dire, à un moment donné. D'accord ? Non, oméga R dépend de Q. Oméga R est très faible quand se rapproche vers 0, quand Q se rapproche de 1 sur racine de 2. Et au fur et à mesure, en fait, oméga R se rapproche de oméga 0. Donc le maximum de la courbe se déplace comme ça. Il s'approche de oméga R et il augmente. Et là, la tension monte. Oui. Graphiquement, Q c'est le rapport entre l'ordonnée du maximum et Q. Q c'est... Oui, tout à fait, effectivement. Si Q est grand. Oui. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Et donc j'ai mis ça en bleu si je ne me trompe pas tout à l'heure. D'accord. Donc là c'est pareil. C'est un ensemble de courbes où Q augmente comme ça, tranquillement. D'accord. Donc vous pouvez effectivement, littéralement, lire la valeur de Q sur le graphique en prenant le rapport entre ça et ça. D'accord. Donc là, il faut bien comprendre que ce truc-là ici, effectivement, alors je vais vous violer, ça fait pas mal. Ce truc-là ici est à QE, et ce truc-là tout en bas est à oméga grand R. Et plus Q augmente, plus QE, ça monte linéairement, et plus oméga R va se cogner contre le mur de oméga 0. Ça explique physiquement pourquoi votre résonance devient de plus en plus aiguë, d'accord, que vous avez une acuité qui augmente avec Q, ça on ne l'a pas encore prouvé, mais ça va venir très rapidement. Donc deux comportements dans cette histoire, d'accord. Voilà, c'est ça l'idée. J'ai peut-être le temps de vous le montrer aujourd'hui en fait. Il y a un délégué dans la classe ?
Ouais, vous connaissez un peu les lieux? Vous pouvez aller chercher un laborantin ou une laborantine quelconque et lui demander quelqu'un qui s'occupe du labo, d'accord? Soit là, soit là-haut, enfin l'un de vous deux, je sais pas. Samy, t'y vas? T'es sportif? On y va. Tu montes à mon avis, ils sont au deuxième. Et tu demandes, pour moi, l'oscillateur mécanique avec le glycérol, oscillateur mécanique, glycérol, ils vont piger. Voilà. S'ils ont l'air de pas piger, tu redescends, tu passes pas 4 ciels, quoi. J'irai le chercher jeudi, c'est pas grave. Oui. Vous avez marqué quoi en violet tout le temps? La QE. QE, c'est l'altitude, en fait. Enfin, l'altitude, c'est pas le bon mot, mais c'est l'ordonnée, en fait, c'est un vrai terme quand même. C'est l'ordonnée du maximum, d'accord? Voilà. On est d'accord sur ce truc-là, donc vous avez effectivement deux comportements différents en fonction de la valeur de Q, c'est-à-dire en fait en fonction de la présence ou non d'une résistance élevée. Retenez que ça veut dire résistance pas élevée, et ça veut dire résistance élevée, d'accord? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont suffisamment fans de mécanique pour savoir ce qui se passe quand vous avez une voiture où il n'y a plus d'huile dans les amortisseurs? Ah, ça il ne se passe plus rien, donc c'est clair. Voilà. Quand vous avez plus d'huile dans vos amortisseurs, le facteur de qualité explose, d'accord? Et donc en fait, votre voiture, au lieu d'avoir des variations qui sont faibles, va en fait rentrer en résonance et vous pouvez décoller de la route littéralement parce que c'est ça dont on vous parle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous faites vibrer les roues comme ça et votre voiture commence à monter. C'est un phénomène que vous connaissez peut-être, si vous l'avez déjà vu en vidéo, j'espère que ça vous est jamais arrivé. Si vous avez une caravane par exemple ou un chariot qui est extrêmement chargé sur l'arrière, il y a un moment donné, les oscillations rajoutent de l'énergie à chaque fois. Et au fur et à mesure que vous rajoutez de l'énergie, d'accord, vous avez des oscillations qui commencent à exploser, alors que les oscillations initiales sont de l'ordre de quelques millimètres ou quelques centimètres. C'est juste les petits coups que vous mettez avec votre volant qui sont, enfin, vous ne passez pas votre vie à faire ça, d'accord? Ce phénomène-là, vous le connaissez également autrement quand vous faites de la balançoire. Vous savez, en fait, si vous avez déjà poussé quelqu'un sur une balançoire, vous savez que si vous le poussez n'importe comment, il ne va rien se passer, d'accord? Mais en fait, vous savez que si vous le poussez à chaque fois qu'il revient pile poil, vous avez une augmentation de l'amplitude, d'accord? Sachant que vous, l'excitation que vous faites, c'est ça, hein? Ça, c'est votre générateur. Boum, 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 boum. Puis youm, 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 d'accord? Tout simplement parce que vous injectez de l'énergie exactement au bon moment, d'accord? Vous trouvez la fréquence qui va bien pour avoir une amplitude et une réponse en amplitude qui est extrêmement élevée, d'accord? Vous avez appris ça à faire ça d'instinct. Vous savez aussi qu'on peut faire de la balançoire sans être poussé. On va faire des trucs machin, d'accord? En général, jusqu'à 4-5 ans, on fait... D'accord? On n'y arrive pas. Et un jour, on sent quelle est la fréquence qu'il faut mettre en branle pour commencer à se retrouver dans ce coin-là. D'accord? Etc. etc. Okay. Donc là, on fait de la réponse en résonance. Oui. Je veux aussi un truc avec des ponts qui s'effondrent. Exactement, un pont, c'est exactement la même chose. C'est une des raisons pour lesquelles les armées, et en particulier les tanks, doivent toujours avoir des marches syncopées sur les ponts. Pour une raison très simple, c'est que dans les chenilles de tanks en particulier, vous avez toutes les fréquences. D'accord, vous balancez tout. Et donc vous avez forcément la fréquence. Enfin, sauf si les ponts sont mal construits, en tout cas, surtout s'ils sont vieux, puisqu'on n'est pas dans le problématique. Si les ponts présentent une fréquence de résonance, eh ben, elle va forcément se trouver dans les chenilles de votre tank. Donc, ça, vous n'avez pas le choix, il faut bien que les trucs avancent. Par contre, il faut les arrêter pour pas rester en régime sinusituel forcé. Donc, si vous avez déjà vu ça dans des films, dans des machins, les tanks avancent sur le pont de 3 mètres, ils s'arrêtent. Ils repartent, ils s'arrêtent. D'accord? Pour éviter que le pont entre en résonance, sinon effectivement le pont se casse la gueule. Voilà. Qu'est-ce qui se passe physiquement? C'est quoi? Tout qui vire? Ah, le pont en général rentre en mode d'oscillation comme ça. En général, c'est souvent des oscillations transverses. Et je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos sur le pont de Tacoma, c'est impressionnant. Je veux dire, c'est un pont en acier quand même, hein, le truc. Et puis à un moment donné, comme c'est de l'acier, et que c'est pas du papier, ça casse. Parce que voilà, enfin, c'est filmant. Il y en a, il y a des ponts qui rentrent en résonance, il y en a un en particulier très célèbre en Russie, qui tombe pas, mais qui très régulièrement, quand il y a un peu de vent. Super, je te remercie, c'est adorable. Oui. Quand l'armée est passée dessus en fanfare, Oui, en fanfare, c'est le même délire. Faut pas être à la bonne fréquence. On marche jamais. Ça, c'est un truc militaire de base. On marche jamais au pas sur un pont. Juste jamais. Tu marches pas au pas sur un pont. Parce que si jamais tu marches exactement au pas à la fréquence de résonance, le pont va faire. C'est-à-dire que grosso modo, ce que ça vous raconte, c'est que vous, les vibrations que vous allez impliquer sont de l'ordre de ça comme amplitude.
et que les vibrations du pont vont devenir de l'ordre du 50 cm, du mètre, et à un moment donné, comme vous ne construisez pas des ponts en caoutchouc, vous ne pouvez pas demander à un truc en pierre d'avoir une amplitude de vibration de l'ordre de quelques mètres, ça casse, c'est pas très compliqué. Voilà, d'accord. On est au clair là-dessus? C'est bon? Voilà. Je te remercie, c'est adorable. Ouais, vas-y, ouais, je vais faire une slide. Par contre, je sais pas si le fait que celui-là, Le plus grand, c'est ça. Bon, ça c'est bien. Après, il faudra du chocolat parce que je vais Bien, donc je vous montre ce truc-là. D'accord. Merci. Voilà. Non, mais ils cassent tous celui-là, c'est pas possible. Voilà. Non, justement, pas pour l'instant. Voilà. Ok, si, on va le faire comme ça. Voilà l'idée. Donc, mais qui m'a mis une ficelle là-dessus? C'est quoi ce délire? Au secours, quoi. Mais pourquoi? Pour quel motif? Oh, fait chier. C'est un peu bizarre. C'était un ciseau, je prends, quoi. Bon, je t'emmène ça. Ouais, j'ai rien sur moi. T'as réussi à l'enlever, non? Non, mais une fois, c'est un nœud. Ouais, je t'emmène le ciseau, je prends ça. C'est un nœud de vache, je vais me faire chier, là. Donc voilà. Bien, je branche, c'est bon. Ramène-moi du chopin, c'est bon, je me branche. Donc, alors, vous voyez peut-être pas le rapport avec ce qui se passe. Ah, je te remercie. Voilà, c'est gentil. Je débranche ça, je pose ça là. J'ai une paire de ciseaux, c'est bon. Hein, ouais, c'est bon, un élève a été adorable. Il m'en a prêté un. Voilà, je te laisse. Voilà, comme ça il se fait pardonner. Ceci, en fait, est la version mécanique de ce qu'on est en train de voir là. D'accord. Littéralement, en fait, on va faire le calcul quand on fera de la mécanique, mais en fait, ce truc-là obéit exactement à la position de ça obéit exactement à la même équation différentielle que la tension au bord du condensateur dans un RLC serré. Une fois que c'est la même équadif, vous pouvez mettre le même oméga 0, le même Q, et sauf que c'est pas U que vous allez manipuler comme grandeur, mais X. Mais c'est littéralement la même chose, donc vous allez avoir le même comportement. D'accord? Dispositif simple, gravitation, ressort, frottement de l'air, c'est-à-dire frottement extrêmement faible, a priori. Donc, je fais un truc par cœur, ça va aller. Donc, but du jeu, ce que vous faites, c'est vous imposer un mouvement sinusoïdal. Ici, tranquillement, c'est pas trop compliqué, vous avez un truc qui tourne derrière. Et ça fait donc des allers-retours sur ce truc-là. Ceci est votre générateur. D'accord? Vous imposez un mouvement sinusoïdal comme ça. Vous êtes dans l'air, vous avez des frottements qui sont extrêmement faibles, avec une masse qui est quand même suffisamment conséquente pour avoir une inertie assez forte. Là, vous êtes avec un facteur de qualité qui est extrêmement élevé. D'accord? Qui est de l'ordre de 50, 100, on peut faire le calcul, mais c'est quand même un facteur de qualité qui est très élevé. Ok? Donc, je pousse mon ordinateur, j'y tiens. Voilà. Ce que vous constatez, c'est la chose suivante. On n'a pas encore fait l'étude en phase. On refera ça vendredi peut-être. C'est que, mais avec les yeux de la foi en tout cas, sans aucune forme de problème, vous constatez que ici, ce truc-là se déplace et que le bas se déplace dans un mouvement qui a l'air relativement similaire. En gros, si on remplaçait le ressort par une tige, ça ferait à peu près la même chose. D'accord? Donc les deux grandeurs sont en phase, d'accord, puisqu'elles atteignent leur minimum simultanément, le bas. On est d'accord que les deux grandeurs sont en phase, et si je vous dis que c'est à la même amplitude, vous voyez que c'est pas... Enfin voilà, vous n'avez pas de raison de contester cette histoire. D'accord? Si cette courbe est vraie, ça signifie au minimum qu'à haute fréquence, il ne va pas se passer la même chose. On va voir ce qui se passe au milieu, mais en tout cas, à très haute fréquence, il ne va pas se passer la même chose. Donc je vais aller directement à très haute fréquence. Là, vous voyez que vous avez un truc bizarre entre les deux, là, qui est littéralement le régime transitoire. Le régime transitoire en mécanique dure extrêmement longtemps, tout simplement parce que vous avez très peu de frottement. Et donc, pour l'instant, ce truc-là oscille à un mélange entre la fréquence à laquelle il était au départ et la fréquence que je lui impose. D'accord? Vous avez vraiment le exponentiel cosinus qui est encore en train de se manifester, qui va descendre tout doucement jusqu'à ce qu'il oscille à la bonne fréquence. Oui. Ça va venir, c'est bon. Arrêtez. C'est bon, quoi. Ça, c'est le mec, on lui met une série de 10 épisodes, il regarde le 1, le 10, quoi. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Le gars, on s'en fout au milieu. Donc, je vais un peu forcer la fin du régime transitoire. Vous voyez, je triche pas, j'augmente les frottements, là. D'accord? Pour que, grosso modo, mon régime transitoire dure moins longtemps. D'accord? Et on est parti. Oui, je t'écoute, Samy. Ce qui va jouer le rôle du condensateur, c'est plutôt le rapport entre les deux. C'est le rapport entre la raideur du ressort qui est très faible et la masse qui est quand même suffisamment élevée pour faire de l'inertie. On est d'accord là-dessus? Vous voyez que ceci n'a pas changé. Alors ça, c'est quand même un truc. La mécanique fait que l'amplitude de ça n'a pas bougé. J'ai juste changé la vitesse. D'accord? Ça a toujours à peu près 2 cm d'amplitude. Vous voyez que par contre, ici,
l'amplitude de réponse est extrêmement faible. Là, si vous regardez bien, vous vous concentrez un peu, vous constatez par ailleurs que ces deux grandeurs sont en opposition de phase. C'est pas simple à voir, mais factuellement, ce truc-là arrive en haut quand celui-là arrive en bas. Il y a un peu les yeux de la foi dans cette histoire, d'accord? Là, il faut le voir, mais vous voyez que ça... Si vous regardez le ressort plus que la masse et le haut, là, vous avez dans votre champ de vision, vous pouvez voir le ressort en entier. Et avec le ressort, il fait ça, en fait. C'est-à-dire que, grosso modo, le point en bas atteint le point le plus haut quand le point en haut atteint le point le plus bas. D'accord? Voilà. Donc ici, vous avez quelque chose de très faible comme frottement, et donc un facteur de qualité qui est extrêmement élevé. Je vais revenir à basse fréquence, d'accord? Donc c'est pareil, je fais la même chose pour tuer le régime transitoire, ok, en augmentant les frottements tout bêtement. Et je vais en fait tout simplement commencer à augmenter la fréquence. D'accord? Donc en fait, là on est dans cette zone-là, l'amplitude. Donc encore une fois, souvenez-vous, ce que représente ça, c'est l'amplitude des oscillations. D'accord? Ok? Donc grosso modo, la distance que parcourt votre masse à l'arrivée. Au début, vous avez quelque chose qui est relativement similaire à l'amplitude de base, d'accord? Et au fur et à mesure, je vais augmenter un peu, d'accord? Donc c'est pareil, ça va prendre un tout petit peu de temps à se mettre en branle. Mais en fait, vous allez avoir en fait un système, donc là c'est encore très... d'accord? En fait, ça oscille un peu plus, si vous regardez le ressort, vous voyez que quand il arrive en bas, il a tendance à partir un peu sur l'inertie. D'accord? Tout simplement parce qu'en fait, il a acquis une vitesse suffisante pour qu'en fait, quand le truc commence à monter, il fasse « Ah merde, wow !» Et donc forcément, quand il va remonter, c'est la même chose. Quand il va aller en haut, il va tendance à se contracter un peu plus. Et donc ça, le résultat des cours, c'est que l'amplitude de ça va commencer à être un peu plus grande que l'amplitude de ça. Tout simplement par inertie. Oui, le curseur, parce qu'il faut... Voilà. Là, je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre que l'amplitude de ce qui se passe en bas est plus grande que l'amplitude de tout à l'heure. Très nettement. Sachant qu'encore une fois, là-haut, ça n'a pas bougé. Mais on est d'accord que là, ça oscille à une amplitude qui est plus forte que celle du haut. D'accord? Donc là, on est en train de passer la marche à résonance, on est dans ce point-là. D'accord? C'est-à-dire que l'amplitude qu'on est en train de regarder ici est plus grande que l'amplitude d'excitation de votre générateur. Il y a extrêmement peu de frottement. D'accord? Voilà. Et donc, il se passe systématiquement ce qui se passe avec n'importe quel système mécanique. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, la marche à la résonance va être interrompue par ce qu'on appelle la non-linéarité. Votre système va casser, se défaire, gicler dans tous les sens. D'accord? C'est pas... voilà. C'est peut-être à ça que servait la ficelle. Non, bah non, elle n'est même pas du bon côté. Donc, voilà. A priori, je sais pas ce que j'en ferai avec cette ficelle. Je vais le remettre, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Je vais juste essayer de le contraindre un peu plus pour qu'il reste un peu plus longtemps en place. Voilà. Donc là, j'ai pas changé la fréquence, hein, j'ai juste appuyé sur le bouton 0. Donc là, je vais y repartir. C'est-à-dire, vous voyez que le truc a qu'une seule idée, c'est d'avoir une amplitude extrêmement forte. Et en fait, ceci n'est limité que parce que, en fait, à un moment donné, ça se casse, ça cogne, etc., etc. C'est ça la marche à la résonance. Ok? Si vous avez une voiture sans huile dans vos amortisseurs, c'est ça qui se passe. Autrement dit, votre voiture décolle de la route, ce qui fait partie des trucs amusants quand on regarde un film d'action. Vachement moins quand on est dans la voiture et que on va tranquillement faire ses courses. On est d'accord? Enfin, voilà, globalement. On est au clair là-dessus? Voilà. Je ne touche pas à la fréquence. Vous avez vu le délire? On est d'accord? Voilà. Et je prends du glycérol. Alors du glycérol, c'est de l'huile de friture. Hein. Faut pas exagérer sur le truc. Voilà, et je remplis donc mon... Alors vous avez dit quel est le but de cette histoire? D'avoir plus de frottement. D'accord? Donc simplement parce que l'air ne suffit pas vraiment. Et donc je vais plonger ce truc-là dans le glycérol. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors avant de faire ce truc-là, est-ce que vous... J'ai oublié de le faire, mais... Est-ce que vous êtes d'accord que si je tire le ressort et que je le lâche, ça va osciller spontanément? Donc, ce que vous aviez avant, c'était un régime pseudo-périodique. Un truc qui oscille avec une amplitude qui descend exponentiellement. Ici, si je tire le ressort vers le bas et que je le lâche, vous avez un régime apériodique. Tout simplement parce qu'en fait, il ne fait pas d'oscillation. D'accord? Donc, ce que je sais, c'est que mon facteur de qualité, ici, est inférieur à 1,5. D'accord? Et donc, a fortiori, je sais qu'il est inférieur à 1 sur racine de 2. Donc je ne suis plus dans ce cas-là. Et donc je peux en toute confiance faire ça. Sans m'en foutre partout. D'accord? Tout simplement parce qu'on est dans le cas où en fait l'amplitude descend directement et à aucun moment je vais avoir un phénomène explosif. Tout simplement parce que mon facteur de qualité ayant
considérablement baissé, je n'ai plus de résonance, d'accord? Donc en gros ici, je vais avoir une amplitude qui va doucement passer de la basse fréquence. Là, vous voyez que j'ai même plus besoin d'aider. Le changement, vous voyez la vitesse à laquelle ça s'est fait, la transition? Là, j'ai plus besoin d'aider, il y a énormément de frottement. Donc je passe d'une zone où ça oscille avec une amplitude descente, d'accord? Si je commence à augmenter la fréquence, au fur et à mesure, l'amplitude va diminuer, d'accord? Ça va faire un truc assez plat, puis après ça va descendre. Et si j'augmente la fréquence vraiment très fortement, vous voyez qu'en fait, mon truc à l'arrivée oscille avec une amplitude qui est extrêmement faible, c'est-à-dire que vous êtes dans cette zone-là. On est d'accord? Donc ceci vous raconte, enfin pas ceci, mais le graphique d'avant, là, une courbe comme ça, vous raconte exactement ce qui est en train de se passer ici, au niveau mécanique. On est au clair? Vous voyez comment ça tourne? C'est pas incroyable comme objet, mais voilà. Votre voiture, c'est ça. Ça, c'est votre carrosserie lorsque vous passez sur des pavés, haute fréquence, vous ne les sentez pas. Et ça, c'est votre carrosserie lorsque vous roulez sur une route qui oscille comme ça. Vous suivez la route. D'accord? Donc vous êtes content, parce que vous ne décollez pas de la route, ce qui peut être pas mal. D'accord? Donc vraiment, c'est le principe des suspensions, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Je commence à parler du chapitre d'après. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est ce qu'on appelle un filtre. Vous avez une entrée qui a toujours la même amplitude, et vous avez une sortie dont l'amplitude dépend de la fréquence. Ici, en l'occurrence, vous avez ce qu'on appelle un filtre passe-bas. Tout simplement parce que lorsque vous êtes à basse fréquence, vous retrouvez le même signal en sortie que le signal d'entrée. Si vous êtes au contraire à haute fréquence, en fait, vous ne transmettez absolument aucune information entre le début et la fin. On est d'accord sur cet objet? C'est bon? Voilà. Hop là. C'était facile, propre et efficace. Bon, ça c'est bien, ça illustre un peu le problème, puisque là, pour le reste, j'ai un peu moins besoin. Juste, vous me donnez 10 secondes le temps de virer ça pour que vous puissiez continuer à voir le tableau. Et que j'en foute pas trop partout, parce que par contre, c'est dégueulasse. C'est du glycérol, quoi. Voilà. Une petite pensée émue pour tous nos amis cavaliers, qui vivent là-dedans toute la journée, quand même. Voilà, tranquillement. Et voilà. Et donc, je vais enlever ça doucement, et je range après. Donc, je déménage juste la machine pour que vous puissiez voir à travers, et on continue doucement nos aventures. Voilà. Et on va donc s'intéresser à ce qui se passe aux bornes de la résistance. L'acuité, donc on va faire ça en vrai. Voilà. Je sais pas quoi. Voilà. Ok. On est au clair là-dessus, c'est bon? Donc résumé de ce que vous devez savoir pour l'instant, outre le fait que vous devez connaître les démonstrations, mais vous devez savoir par cœur cette chose-là. Si Q est plus petit que 1 sur racine de 2, vous n'avez pas de résonance. Si Q est plus grand que 1 sur racine de 2, vous avez en fait une résonance pour une fréquence oméga R qui est un peu plus petite que oméga 0, qui tend vers oméga 0, qui vaut à peu près oméga 0 quand Q est grand, et dont l'amplitude vaut à peu près Q fois E dès que Q commence à avoir des valeurs qui sont grandes, sans plus. On est d'accord? Voilà. Ça, c'était le petit B, c'est ça? Étude ou petit A, je sais pas trop. C'était le B. C'est le B, donc. Et ça s'appelait étude de la réponse en charge ou étude de la tension? Étude de UCT. Petit c, étude de UR. Je vous avais dit comment ça s'appelle l'étude de UC? Je vous avais dit que ça s'appelait la réponse en charge ou... Ah, ok. Vous pouvez revenir au... Alors, ok. Vous pouvez revenir juste au titre du petit b, là. Donc le petit b s'appelait étude de UC. Mettez deux points après, parce que ça porte un nom. Ça s'appelle la réponse en charge. Vous savez pas? Oui, je fais le petit c, mais là, il faut revenir en arrière pour corriger le petit b. Donc vous revenez en arrière pour corriger le petit b. C'est bon, tout le monde comprend ce que je fais là? C'est bon? Donc, vous comprenez pourquoi ça s'appelle la réponse en charge? Pourquoi ça s'appelle en charge et pas... Pourquoi UC et la charge, à peu de choses près, c'est la même chose? Ouais. Réponse en charge, c'est écrit ça aussi. Dans le titre, vous rajoutez réponse en charge, oui.
Non mais c'est pas... Mais quand je vous pose des questions, arrêtez de me sortir, on dirait ChatGPT quoi. Les gens vont raconter n'importe quoi juste pour ça, enfin arrêtez quoi. Donc, pourquoi? Une réponse simple. Simple, simple. Vous n'êtes pas Einstein, d'accord? C'est simple. Pourquoi est-ce que la tension au bord du condensateur et sa charge, c'est grosso modo la même chose? Par continuité, mais de qui, de quoi? Mais arrêtez de tirer des mots au pif, merde! Oui. Parce que quand... Mais le condensateur, il est aussi en cuivre, c'est pas pour ça que le cuivre et la charge, c'est la même chose. Arrêtez d'inventer des réponses, réfléchissez. Oui? Mais putain, il fait piou 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 avec un laser, il est en string. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Je vous demande pourquoi, avec une preuve irréfutable sur laquelle vous pourriez mettre votre putain de tête à couper, pourquoi la tension bord du condensateur et la charge vont avoir les mêmes comportements. Parce que Q égale CU. Arrêtez de réinventer l'univers, quoi. Putain, c'est pas vrai, quoi. En fait, il n'y a pas besoin de ChatGPT, il faut tout vous foutre dans une boîte, puis vous parlez, vous dites des trucs, mais c'est éclaté, quoi. Q égale CU. Voilà. Donc, quand U bouge, Q bouge pareil, parce qu'ils sont proportionnels. Arrêtez, quoi. Parce que le générateur envoie des charges en faisant piou piou piou, mais de quoi on parle? Le générateur n'envoie aucune putain de charge. Les charges, elles font ça en sinusoïdal, elles se déplacent pas. Putain, mais on est où, là, en fait? En plus, c'est dingue, parce qu'on a passé, toi et moi, une demi-heure à discuter de pourquoi les charges qu'il y a sur le condensateur, elles viennent pas du générateur. À quel point, en fait, on pousse comme ça, et ça s'arrête. D'accord? Quand il y a un condensateur, les charges ne peuvent pas circuler. C'est ça le principe d'un truc chargé. Donc, aucune charge du générateur ne voit jamais les armatures du condensateur. Et en sinusoïdal, elles ne partent pas en vacances. D'accord? D'accord? Voilà. Elles partent vers Marseille tranquillement, et puis à la gare de Melun, elles reviennent. Voilà. Puis quand elles arrivent ici, elles repartent. Voilà. Elles sont en élèves de classe préparatoire. C'est terminé. Bien. Tout ça pour dire que l'étude de UR, alors là, vous allez voir, ça va être incroyable, ça s'appelle la réponse en intensité. Et pourquoi ça s'appelle la réponse en intensité? Ouais. Parce que la loi d'Ohm. D'accord? Pas parce que je sais pas trop quoi. D'accord? Voilà. Parce que U égale RI. Donc quand UR bouge, il bouge pareil. On est d'accord? Bien. Alors, est-ce qu'on avait trouvé l'expression de UR bar, URM bar ou pas? On l'avait? Il me semble, je suis pas sûr. On l'avait ou pas? Je sais pas si on l'avait, URM bar. Hein? Au début, dans le préambule. Baptiste? Oui, non? J, RC oméga, c'est ça? Et sur la même chose en dessous, on est d'accord? C'est ça pour l'histoire, d'accord? Ouais. Alors, on va faire... Là, on va aller beaucoup plus vite. C'est bon? On est d'accord? En tout cas, ça a l'air d'être homogène, enfin, ça a la bonne gueule, quoi. Enfin, voilà. Vous vous souvenez que ça, on avait dit que c'était 1 sur oméga 0 carré? Et on avait dit que ça, là, c'était 1 sur Q oméga 0. On est d'accord là-dessus? C'est bon? C'est ce qu'on avait vu au début de UC. Oui. Pourquoi c'est un petit F à côté du Parce que mon R il a maigri. Il a envie de se barrer après les commentaires. Il est parti en vacances. Voilà. Et donc vous voyez que le RC qui est là, on le retrouve ici aussi. D'accord? Donc ça, c'est aussi 1 sur Q oméga 0. C'est les paramètres qu'on a vus avant pour le condensateur, j'ai pas de raison de les changer. Donc grosso modo, si je le réécris avec les paramètres canoniques, je me retrouve avec une forme qui est E sur JQ oméga, J oméga pardon, sur Q oméga 0, le tout divisé par 1 plus J oméga sur Q oméga 0 moins oméga 2 sur oméga 0 carré. Est-ce que vous vous souvenez du raisonnement qu'on a fait? Donc là, l'idée, on va étudier pareil les variations
du module de ce truc-là. Encore une fois, on n'étudie jamais les variations d'un complexe. D'accord? On va donc passer au module et étudier ces variations. Est-ce que vous vous souvenez du raisonnement qu'on a fait tout à l'heure pour simplifier la vie? On a dit que les variations de UCM, c'était les mêmes que celles du dénominateur. Est-ce que ici ça marche? Non, pourquoi? Parce que, alors c'est pas un complexe, c'est pas le problème, parce qu'on a un oméga surtout. D'accord? Parce qu'on a en fait une fonction ici qui est variable, et donc on ne peut pas utiliser la décroissance de 1 sur racine de x. Ça c'est chiant, mais en fait on va s'arranger. On va tout simplement en fait neutraliser complètement la fonction qui est en haut, tout simplement en multipliant par son inverse. D'accord? Et on va se retrouver avec e sur quelque chose. Donc en fait, ça va mettre sous une forme que j'appelle... Alors ça c'est la forme canonique. D'accord? Celle que j'utilise là, moi je l'appelle la forme d'étude, parce que c'est celle qui nous permet de faire le calcul facilement. Donc je multiplie par Q oméga 0 sur J oméga, tout simplement pour avoir un 1 ici. Donc je me retrouve avec Q oméga 0 sur J oméga. Vous voyez que ici, j'ai exactement le même terme que celui là-haut, donc ça va me donner 1 quand je multiplie par l'inverse, d'accord? Plus 1. Et là, je vais avoir un truc bizarre, alors je vais le développer un peu. Vous vous souvenez d'où vient ce moins? Il vient du fait que... Oui, mais il vient surtout du fait que j carré, c'est égal à moins 1. En fait, là, je vais exceptionnellement le remettre sous sa forme sympa. Je vais donc dire que c'est j oméga au carré sur oméga 0 carré. Et je vais le multiplier par q oméga 0 sur j oméga. D'accord? Et là, vous voyez qu'il y a des simplifications fort sympathiques qui se passent. D'accord? Je réorganise ça un peu. Et donc, au numérateur, j'ai E. J'ai un magnifique 1 qui se balade ici, que je vais mettre là, comme d'habitude. Et vous voyez que ici, je vais pouvoir factoriser. Alors, vous voyez qu'il y a un oméga 0 qui va se simplifier, un oméga qui va se simplifier, un j qui va se simplifier. D'accord? Donc, je vais pouvoir déjà factoriser q dans les deux termes. Je vais avoir un q là. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que, comme je vais vous le mettre sous la forme partie réelle plus partie imaginaire, je vais aussi factoriser le j ici. D'accord? Ce terme-là me donne un j qui est en haut, puisque j'ai j carré sur j. Donc, je vais tout simplement avoir un oméga sur oméga 0. Et là-bas, en fait, comme j est en bas au dénominateur et que 1 sur j, ça vaut moins j, merci, d'accord? Ça va me donner un moins, et vous voyez que là, ici, j'ai oméga 0 sur oméga. Donc, j'ai une forme relativement sympa, qui est oméga 0 sur oméga. Voilà ma forme d'étude pour U, R, M, bar. Oui, je t'écoute. Ouais, sur oméga 0 carré. C'est le recopiage de ce terme-là, en me souvenant que moins oméga carré, c'est j oméga le tout au carré. Comme je vais étudier les variations de l'amplitude, je vais donc calculer quoi? Le module, effectivement, qui se note URM. C'est bon, ça commence à rentrer les notations. Si vous avez un peu bossé ce week-end, vous commencez à jongler. Qu'est-ce qui se passe quand on enlève une barre, voilà, etc., etc. Comme j'ai l'intention de l'étudier en fonction de oméga, je fais ma petite tricherie de physicien comme d'habitude et je dis, oh tiens, c'est une fonction de oméga. On n'avait pas remarqué. D'accord? Voilà. Hop. Et donc ça c'est égal à E sur racine. Et là on a notre complexe qui est présenté de façon beaucoup plus civilisée que ce qu'on avait pour le condensateur. D'accord? Vous avez vraiment la partie réelle d'un côté, la partie imaginaire de l'autre. C'est tout sympathique. Donc vous avez 1, puisque la partie réelle vaut 1 et que 1 au carré, ça vaut 1. Donc c'est plutôt cool. Et la partie imaginaire, donc, ça me donne un Q carré, facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga, le tout au carré. D'accord? Voilà. Bien. Donc, étudier les variations de ça, c'est étudier les variations de ce qu'il y a sous la racine, c'est les variations inverses, c'est le même raisonnement que tout à l'heure. Et en plus, c'est encore plus cool parce que ce 1 plus ne sert à rien, ce Q carré ne sert à rien. Donc, parce que c'est un facteur positif, d'accord? Donc, étudier les variations de ça revient uniquement à étudier les variations de ce truc-là. C'est les variations opposées de ce truc-là. Donc, vous voyez que ça va être beaucoup plus sympa en termes de calcul que ce qu'on vient de se coltiner, parce qu'en fait, la fonction est tout simplement beaucoup plus simple. Voilà. Donc, ça, je vais quand même l'écrire, ne vous inquiétez pas. Donc, URM s'écrit comme
1 sur racine, enfin pas 1, pardon, sur racine de 1 plus Q2 facteur de, je sais pas, moi je vais l'appeler, je l'avais comment tout à l'heure? G de oméga, G, voilà, je vais l'appeler, allez, voilà, je vais l'appeler gamma, tiens, voilà. Gamma de oméga, voilà, d'accord. Donc, les variations de G, non pas de G, justement, de URM, sont opposées à celles de gamma. Oui, je t'écoute. Pourquoi sous la racine, c'est un plus? Je te remercie. Je vais péter les plombs, mais je te remercie. C'est quoi la formule du module, s'il te plaît? C'est quoi A et B? Ce que vous mettez au carré, il n'y a pas le J dedans. D'accord? D'où le fait qu'il n'y ait jamais de moins dans un module. D'accord? Parce que c'est pas J carré, c'est la partie imaginaire. Ok? Non, c'est vraiment une erreur que je vois tous les ans. D'accord? Donc c'est pour ça que je te remercie de la poser par ailleurs. Mais la faites pas. D'accord? Ce que vous mettez au carré, il n'y a pas J. D'accord? C'est la partie imaginaire, c'est un réel jusqu'à preuve du contraire. C'est dans la définition stricte. Ok? C'est même un unique réel jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Bah donc on va étudier ce truc-là. Avec gamma qui vaut quoi? De oméga qui vaut tout simplement ce truc-là, c'est-à-dire oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga, le tout au carré. D'accord? Alors, les plus matheux et matheuses d'entre vous voient déjà le truc, c'est ultra simple. En fait, c'est une fonction carrée. Et donc, grosso modo, ce sera décroissant avant son 0 et croissant après son 0. Et son 0 arrive en oméga 0. Donc, ça peut aller vite. Je ne vais pas le faire comme ça. Je vais vous le détailler. Mais grosso modo, c'est une fonction parabolique comme ça. Et donc, elle est décroissante avant qu'elle s'annule et croissante après qu'elle s'annule. C'est pas très compliqué. Mais on va faire ça propre. D'accord? Quand même. Tranquillement. Donc, d de gamma sur d de oméga de oméga, c'est égal à quoi? Donc c'est pareil, c'est la dérivée d'un carré. Donc on se pose d'abord un petit 2 ici tranquillement. On dérive ensuite ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Ça donne quoi ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse en dérivée? On a effectivement 1 sur oméga 0 tranquillement. Et ensuite, regarde là-bas plus que là. Ouais, ça met plus. Et le plus oméga 0 sur oméga carré, puisque la dérivée de 1 sur oméga par rapport à oméga, c'est moins 1 sur oméga carré. D'accord? Et je recopie ensuite le terme de ma fonction originelle, c'est-à-dire oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Voilà. Et là, on voit qu'il y a un truc hyper sympa, c'est que tout ça, là, c'est quoi? C'est effectivement positif, sans aucune forme de problème. Et donc, grosso modo, en fait, étudier le signe de ça, c'est tout simplement étudier le signe de ce truc-là. D'accord? Donc, on va l'écrire très gentiment. D de gamma sur d oméga, 2 oméga est positif ou nul. Ça, c'est équivalent à dire que, je sais pas pourquoi je mets des parenthèses, oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga est positif ou nul. C'est équivalent à dire donc que oméga sur oméga 0 est supérieur ou égal à oméga 0 sur oméga. Jusque-là, pas de problème. Et donc ça, c'est équivalent. Là, je vais faire deux multiplications simultanées. Est-ce que j'ai le droit sans problème? Je multiplie par oméga et par oméga 0. D'accord? Je multiplie les deux. Ces deux grandeurs sont positives, donc il n'y a pas de problème. Et donc, je retrouve avec oméga carré supérieur ou égal à oméga 0 carré. J'ai bien sûr envie de passer à la racine, d'accord, parce que tout est positif et que racine est croissant. Et ça, c'est donc équivalent à oméga. Alors, oméga est positif, hein, d'accord, donc il n'y a pas de problème de disjonction des deux côtés, d'accord. C'est donc équivalent à oméga plus grand que oméga 0. Donc là, extrêmement simple, vous n'avez pas de problème de disjonction de cas ou de trucs compliqués. Vous avez, quoi qu'il arrive, le même comportement, et ce comportement est indépendant de Q, tout simplement parce que les variations en fait de UR, in fine, reviennent aux variations d'une fonction qui ne contient pas Q, de toute façon. Donc il n'y a pas de raison majeure que ça dépende de Q. Donc on va faire un petit tableau de signes pour résumer, mais ce n'est pas extrêmement compliqué. Oméga
oméga 0, l'infini, oméga 0 qui est le truc bascule. D2 gamma sur D2 oméga, si on a suivi, donc ça s'annule bien en oméga 0. Et donc on a vu que ce truc-là était positif lorsque oméga est plus grand que oméga 0. Donc je me mets un magnifique plus là, je me mets un magnifique moins là, d'accord? Et on a fini. Ça signifie que gamma se comporte comment? Décroissant en croissant, d'accord? Et donc UR M se comporte comment? Croissant puis décroissant, d'accord? Alors on va mettre les bornes. Qu'est-ce qui se passe quand oméga vaut 0? Alors je ne regarderai pas celle-là, il faut regarder celle du tout début, d'accord? Celle qu'on a écrite tout au début du paragraphe, vous avez... Non, ça ne vaut pas E. Ça vaut effectivement 0, vous avez un magnifique oméga au numérateur qui vous annule à peu près tout, donc vous tendez vers le complexe nul, donc forcément vers un module nul. Et quand oméga tend vers plus l'infini, il se passe quoi? C'est 0 aussi, effectivement, vous avez un oméga carré en bas, un oméga en haut, donc les deux disparaissent. Et là, regardez l'expression d'étude en module, qu'est-ce qui se passe quand oméga vaut exactement oméga 0? Regardez l'expression, devinez pas. Oui, ça vaut E, effectivement, sans aucune forme de problème. Donc là, vous voyez qu'on retrouve un truc physique relativement net, ce qui va se passer à la résistance, qui, je vous le rappelle, est le seul composant dans toute cette histoire qui est capable de produire de l'énergie. Il est hors de question que la tension en borne de la résistance dépasse celle du générateur, parce que sinon, ça voudrait dire que vous produisez plus d'énergie ou plus de puissance dans la résistance que vous fournissez plus générateur, et ça, c'est en contradiction avec la conservation de l'énergie. D'accord? Je rappelle que c'est UI à chaque fois, donc c'est le même I pour tout le monde. Donc il faut forcément que la tension en borne de la résistance reste en amplitude inférieure à la tension en borne du générateur. Au maximum, le générateur transfère toute son énergie directement à la résistance, c'est ce qui se passe à la résonance. Okay. Donc si on fait un truc à retenir en orange, dans le cas de pour UR, d'accord, quel que soit Q, UR présente une résonance en oméga 0. Donc en plus, la fluctuation de résonance, c'est toujours la même, c'est oméga 0. Voilà, bon, c'est terminé. En oméga 0, et URM de oméga 0 est égal à E. Autrement dit, votre maximum de tension aux bornes de la résistance et l'amplitude en tout cas, et l'amplitude du générateur. Voilà, donc ça part de 0, ça va à 0. Alors, dans l'exemple de l'oscillateur mécanique de tout à l'heure, URM, c'est la vitesse. Donc à basse fréquence, vous voyez que ça se déplace très lentement. À haute fréquence, ça se déplace aussi très lentement, tout simplement parce que la fréquence est élevée, mais que le déplacement est très faible. Et au milieu, c'est là où vous avez le maximum de vitesse dans cette histoire. C'est plus difficile à voir, on n'a pas des yeux faits pour mesurer la vitesse de manière très générale, donc on infère un peu ce qui se passe. C'est ça le principe. On est d'accord sur ces deux trucs-là. Donc ces deux démonstrations sont à connaître pour jeudi. Alors, vous devez savoir refaire les calculs comme ça, les yeux fermés, sans aucune forme de problème. Ok, d'accord? Voilà. Alors, il y a des compléments à ces démonstrations-là. Le premier, c'est l'aspect phase, qui ne m'intéresse pas trop dans ce chapitre, donc pour l'instant, je vais le laisser de côté. On recroisera de toute façon ces calculs dans le chapitre sur les filtrages. Est-ce que vraiment je vire la phase ou pas? Ouais, je vire la phase. Je ferai ça au truc d'après. Je vérifie dans les questions. Ah, non, parce que comme je vous ai donné des belles questions de cours, il faut que je vérifie que j'ai pas mis la phase dans le tas. L'expression vécu, machin. Parfait, excellent, il n'y a pas la phase. Je m'aime. Voilà. Donc il y a juste l'acuité qu'on va commencer à faire. Mais avant, j'ai quand même un peu de choses à vous raconter dans ces histoires. D'accord? Un truc un peu physique. Donc petit dé, si je ne me trompe pas. D'accord. Petit dé.
quelques considérations. Voilà. C'est juste des petites choses que j'aime bien mettre dans ce chapitre-là pour que vous commenciez à extraire du sens physique du formalisme complexe. D'accord ? Donc, je reviens à ma transposition en formalisme complexe. Si vous vous souvenez bien, on avait une impédance J l'oméga ici qui se baladait. Ah non, c'était J, commencé par R. C'est d'abord, ouais. Ouais, mais justement, ça m'arrange. On est d'accord là-dessus ? Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais raisonner sur ce truc-là aux extrêmes de oméga. Donc vous vous souvenez, vous avez déjà fait ce genre de raisonnement en disant qu'est-ce qui se passe quand t tend vers plus l'infini. D'accord ? On a des choses qui se passent comme ça. Et ça, on va commencer à faire ce genre de choses. Alors, je prends celui-là et on va faire un ou deux théorèmes dans cette histoire qui sont dans vos questions de cours à un moment donné ou un autre, ou alors je les ai mises après. Je sais pas où elles sont, tiens. Je les ai vues, mais je t'écoute. Pour ce qui est de la bobine, Oui. en fait, la démonstration est... Elle est un peu plus pénible, tout simplement parce qu'on fait... Alors, attends, je vérifie juste un truc. Oui, ils sont tous à la fin, ok, mais c'est pas grave. Elle est plus pénible parce que la bobine va avoir un terme en oméga carré en haut. D'accord ? En gros, en fait, les trois composants... Vous voyez le polynôme qui est en bas ? 1, j oméga sur q oméga 0, et moins oméga carré sur oméga 0 carré. Si vous regardez les deux fonctions qu'on a utilisées, à chaque fois c'est E fois 1 pour le condensateur, E fois ce terme-là pour la résistance, et en fait il s'avère que pour la bobine c'est E fois le troisième terme qui est au numérateur. Donc ça donne un terme en oméga carré au numérateur. Donc si tu veux avoir le même genre de machin, il faut donc tout diviser par ça, et en fait tu vas avoir la même forme que le condensateur, sauf que au lieu d'avoir du oméga sur oméga 0, tu as du oméga 0 sur oméga. Donc la dérivation est un peu plus pénible parce que tu as une double composition en fait. Tu as le carré d'abord et tu as l'inverse. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on pose une grandeur qui vaut oméga sur oméga 0. Donc c'est-à-dire on lit les fréquences dans l'autre sens. Qui vaut oméga 0 sur oméga et on dit en fait les variations de ça sont l'opposé de l'opposé du truc. Enfin voilà, donc quoi. Mais c'est le même calcul. En tout cas, la réponse en bobine n'est pas au programme. D'accord ? Donc, en tout cas dans le détail, donc en termes de démonstration, vous avez que ces deux-là à connaître. Alors, petite remarque. On va faire 3 cas. Quand oméga tend vers 0, qu'est-ce qui se passe avec JL oméga ? Oui, tend vers 0, on est d'accord que c'était pas mortel. Et 1 sur JC oméga tend vers plus l'infini. Alors, plus l'infini. Plus J l'infini, si vous voulez, ça... D'accord ? Voilà, c'est un imaginaire pur. Mais même moins J l'infini d'ailleurs, puisque ce serait pas mal de considérer que sa partie imaginaire est... Il y a une partie imaginaire quand même. Voilà. On est d'accord là-dessus ? Si vous passez au module, ça vous donne quoi ça ? Enfin, grosso modo, c'est quoi un truc dont l'impédance serait 0 à votre avis ? C'est un fil, d'accord ? Donc en fait, c'est un fil. Et ça c'est un interrupteur ouvert. Alors, c'est bizarre ou... Ben non, en fait, on retrouve le régime continu. Ces théorèmes-là, vous les connaissez déjà, en fait. On est d'accord que quand oméga tend vers 0, c'est le régime continu, et vous avez des théorèmes qui datent de votre cours, de votre chapitre précédent, qui vous disent qu'en régime continu, une bobine se comporte comme un fil et un condensateur comme un interrupteur ouvert. D'accord ? Donc, en gros, ça signifie que mon circuit va se comporter comme ça. On est d'accord ? Donc ça, c'est pour oméga égale 0. On est au clair là-dessus ? Que vaut donc si vous regardez ça droit dans les yeux, vous voyez que vous avez un circuit purement résistif ici. UR, alors le plus facile c'est UL, ça va valoir quoi ? 0. UR, ça va valoir 0 puisqu'il n'y a pas d'intensité qui traverse le circuit, d'accord ? Et UC, par contre, ça va valoir E. Vous remarquez qu'on retrouve exactement les courbes en oméga égale 0, qu'on a vu tout à l'heure. La tension au bord du condensateur, c'est E. Enfin, l'amplitude au bord du condensateur, c'est E. L'amplitude au bord de la résistance, c'est 0. Et là, on retrouve un résultat qu'on n'a pas encore croisé, qui est avec l'amplitude au bord de la bobine. Ce sera dans ce cas-là 0 aussi, d'accord ? Puisque c'est un fil. Alors maintenant, on va faire la même chose.
Et j'espère que vous avez suivi mes recommandations et que vous avez appris qu'est-ce qui se passe en continu et pas qu'est-ce qui se passe en l'infini. Qu'est-ce qui se passe quand oméga tend vers plus l'infini? JL oméga, ça tend vers quoi? Vers J infini, hein, sans problème, d'accord? 1 sur JC oméga, ça tend vers quoi? Vers 0, d'accord? Voilà, c'est une forme de problème. 0 moins si vous voulez spécifier le signe. Donc, au contraire, une bobine en plus l'infini se comporte comme un interrupteur ouvert, et au contraire, un condensateur va se comporter comme un fil. En fait, c'est relativement simple, votre condensateur ne se chargera jamais, parce qu'en fait, c'est trop rapide pour lui. Et donc, la tension à ces bornes sera toujours nulle. Et un dipôle dont la tension à ces bornes est toujours nulle, c'est un fil. D'accord? Voilà. Ouais. J'ai pas compris pourquoi on met un J devant l'infini. Parce que plus l'infini, c'est un réel. Moi, j'aime pas mettre des infinis en complexe tout seul comme des grands, quoi. Enfin, c'est bidimensionnel quand même, cette histoire. C'est l'infini où, en fait? C'est l'infini là, l'infini là. Ouais, l'infini, c'est facile, c'est là-bas, quoi. On sait... C'est un plan, quoi. C'est pas grave en soi. Hein. Tu peux mettre l'infini si ça va te faire plaisir. Mais quand même, c'est pas les mêmes bêtes, quoi. On est d'accord? Mon circuit sera équivalent à quoi, alors, à ce moment-là? La résistance, elle, alors, rien à foutre de la fréquence. On est d'accord que la résistance, c'est le truc... T'en fous? Ma bobine va s'ouvrir et mon condensateur va au contraire se fermer. Autrement dit, ma tension aux bornes de R, ça est égal à 0, ça n'a pas changé, c'est ce qu'on retrouve. On partait de 0, on arrivait à 0 à haute fréquence. La tension aux bornes de mon condensateur, cette fois, ça est égal à 0, c'est la tension aux bornes d'un fil, et ça, c'est ce qu'on a vu dans les courbes de tout à l'heure. On partait de E, et quoi qu'il arrive, on tendait vers 0 quand oméga tend vers plus l'infini. D'accord? Et ma tension aux bornes de L, cette fois, va valoir grand E, c'est elle qui va bouffer en fait le générateur. Ça, c'est pour oméga tend vers plus l'infini, c'est-à-dire ce qui se passe en haute fréquence. Ok? Donc là, vous avez un théorème qu'on reverra tout à la fin du cours sur les filtres. Mais grosso modo, en fait, vous avez une espèce de symétrie entre ce qui se passe en oméga égale 0 et oméga tend vers plus l'infini. D'accord? Autrement dit, la bobine, ça ne lui pose pas de problème d'avoir des variations fortes de tension. Ce qui va elle, la faire chier, c'est des variations fortes d'intensité, puisqu'elle s'oppose en fait aux variations fortes d'intensité. Donc en termes de tension, ça ne lui pose pas de problème. Le condensateur, au contraire, lui, va avoir des problèmes avec les variations fortes de tension. Et il n'aura aucun problème avec des variations fortes d'intensité. Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est de faire un truc rigolo. C'est qu'est-ce qui se passe exactement en oméga 0. D'accord? Donc, en oméga 0, en oméga égale oméga 0, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous vous souvenez de l'expression de oméga 0? C'est toujours la même. Vous la connaissez pas encore par cœur? Dans un RLC? C'est le même de la vie que... C'est 1 sur racine de LC. Hein. Il y a un moment donné... je ne vous ai jamais demandé de l'apprendre par cœur, j'en suis tout à fait conscient, mais il y a un moment donné quand même, le 1 sur racine de LC, on le croise quand même souvent. D'accord? Donc, 1 sur JC oméga, d'accord? Ça vaut tout simplement 1 sur JC multiplié par racine de LC. On est d'accord? 1 sur JC oméga 0, ça vaut ça, et je remplace 1 sur oméga 0 par racine de LC. Jusque-là, tout va bien? Et donc, ça fait 1 sur J racine de L sur C. Ce genre de manipulation, vous commencez à les avoir fait relativement souvent. Et là, maintenant, voilà. Ça, c'est le premier. Et JL oméga 0, ça vaut quoi? Même chose, ça fait JL sur racine de LC, on est d'accord? Et ça vaut donc J racine de L sur C. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça et de ça? Elles sont effectivement opposées. Et donc, ça c'est un truc absolument hallucinant. L'impédance équivalente de la bobine et du condensateur, c'est un fil. D'accord? Et ça, c'est la magie des trucs complexes, et vous pouvez avoir des impédances qui sont, en imaginaire pur en tout cas, négatives. Et donc, vous pouvez sommer des trucs et tomber sur 0. Ce qui était impossible en résistance. Si vous avez deux résistances en série, vous savez que la résistance elle est plus grande que le max des deux.
bon, vous ne pouvez pas fabriquer une résistance nulle comme ça. Mais en fait, avec les impédances, ça marche, d'accord? Et donc, en fait, JL oméga 0 plus 1 sur JC oméga 0, c'est égal à 0. Et on a donc un circuit équivalent. Quand oméga égale oméga 0, voilà le circuit équivalent. Une résistance plus un fil. Et donc tu vas ouvrir. Ça vaut E, voilà. Et donc il est également normal que l'amplitude aux bornes de la résistance en oméga 0, ce soit exactement celle du générateur. D'ailleurs, c'est même pire que ça, c'est exactement la même tension. Les mêmes phases, il n'y a aucun problème. En fait, quand oméga est égal à oméga 0, le condensateur et la bobine se neutralisent littéralement. Et ce qui est incroyable, c'est que ça se neutralise avec des valeurs d'amplitude extrêmement élevées. Si Q est élevé, je vous rappelle que là, vous êtes à la résonance du condensateur. Donc, pendant que votre condensateur est en train de prendre des valeurs extrêmement hautes, votre bobine prend des valeurs extrêmement basses, et la somme des deux fait 0. Pile poil. D'accord? Et la résistance au milieu fait, bon bah, démerdez-vous, enfin, faites ce que vous voulez, et puis, voilà. D'accord? Et elle continue son petit bonhomme de chemin pour avoir exactement la tension en borne du générateur. D'accord là-dessus? Vous voyez comment ça marche, ce genre de choses? Dernière chose, ça c'est plus une espèce de chose bizarre. De manière générale, quel est le déphasage entre la bobine et le condensateur? Ouais, pourquoi? Ouais, ça c'est parce que je le dis, mais maintenant il va falloir le démontrer. Il va pas me faire confiance, c'est sympa, mais... Pourquoi est-ce que vous pouvez me démontrer facilement, en une ligne, à peu de choses près, que la bobine, dans le circuit RLC série, d'accord, la tension au bord de la bobine et la tension au bord du condensateur sont toujours, quoi qu'il arrive, en opposition de phase. Et pas en balançant des trucs complètement éclatés, du genre, on sait bien que parce que la bobine, elle est plus, et que l'autre, il est moins, d'accord? Vous arrêtez de faire du mysticisme, ok? Il y a des gens comme Francis Bacon qui ont bossé pour qu'on arrête de dire ce genre de conneries. C'était il y a 4 siècles, d'accord? Donc voilà. Oui. Ouais, bah on y va, fais-le alors. Vous avez encore mieux. Comment? Alors là, on va le manipuler doucement, mais on va le faire à l'oral. D'accord? Mais je veux que vous fassiez tourner vos ménages avec moi. Gaëtan a raison, c'est le point de départ. Il faut qu'on calcule le delta phi. D'accord? Phi L moins phi C. Et prouver que ce truc-là vaut pi, quoi qu'il arrive. On est d'accord? Donc on a une différence de phase à faire. Mais faire une différence de phase, je t'écoute, c'est faire un rapport. Il y a un truc à faire avant le rapport ou après le rapport, ça dépend, mais... Ouais. On fait donc le rapport des amplitudes complexes et on prend l'argument. On est d'accord? Donc en gros, si je veux avoir phi L moins phi U, il faut que je prenne l'argument de ULM bar divisé par UCM bar. Donc ce qui m'intéresse maintenant, vous voyez qu'on a glissé. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ULM bar sur UCM bar. Mais le RLC série, c'est un pondiseur de tension. On est d'accord? Donc vous pouvez utiliser le corollaire du pondiseur de tension qui vous raconte que le rapport de tension, c'est tout simplement le rapport des deux impédances. Donc ULM bar sur UCM bar, ça fait donc JL oméga en haut, divisé par 1 sur JC oméga en bas, et donc ça vous donne un moins quelque chose, qui est un réel. Et moins un réel, c'est quoi comme argument? Bah, moins un réel positif, effectivement. Ça fait effectivement un argument de pi ou de moins pi, comme vous voulez, d'accord? Ça on s'en fout. Et donc ça vous raconte bien que UL et UC sont toujours en opposition de phase. Et ça, c'est extrêmement intéressant physiquement, parce que ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous faites la somme des trois tensions, quoi qu'il arrive, UL et UC vont... Alors, elles vont pas forcément se compenser, parce qu'elles n'ont pas forcément la même amplitude, mais en tout cas, elles vont se limiter vachement l'une l'autre. Autrement dit, quand l'une commence à devenir grande, l'autre va forcément devenir grande, mais instantanément en tout cas, comme elles sont en opposition de phase, en fait, la somme des tensions instantanées va rester contenue. D'où le fait que vous ne fabriquez pas une tension complètement explosive, enfin un espèce de truc comme ça. En fait, en gros, vous avez juste un bruit qui se passe, hop, voilà, et qui se sème. On est d'accord sur ce genre de raisonnement?
Résonance sur les arguments, c'est important. Bien. Eh ben, il me reste un peu de temps, c'est super. Petit E, c'est ça? D'accord? Oui. Alors, le petit E, en fait, c'est un C2. Voilà. Donc E, c'est un C2. C'est en fait la deuxième partie de la partie C. Je fais dans cet ordre-là. C'est acuité de la résonance de UR. On va essayer de trouver l'acuité de ce qui se passe. D'accord? Acuité de la résonance de UR. Donc c'est un C2 parce que c'est la deuxième partie de la partie C, si vous voulez. D'accord? C, c'était la résistance, vous vous souvenez? Voilà. Si ça vous perturbe, vous ne mettez pas le C2, hein, mais voilà. D'accord? Donc on va étudier l'acuité, c'est-à-dire en fait, est-ce que cette courbe est faite ou pas. Vous remarquez que je n'ai pas tracé de courbe pour UR, d'accord? J'attends de faire ça pour pouvoir tracer finalement les courbes de résonance en fonction de R. Okay. Pour UC, c'était facile parce que je voyais bien le truc qui montait pleine balle et qui se collait vers oméga R, donc je pouvais intuiter que grosso modo ça allait devenir de plus en plus serré au fur et à mesure. Là, c'est toujours au même endroit, donc j'ai pas d'information en fait sur ce qui va se passer. Est-ce que toutes les courbes auront la même tronche? Est-ce qu'elles vont être plus ou moins pointues? Pour l'instant, je sais que le maximum est toujours au même endroit et qu'on part des mêmes endroits de chaque côté. Vous voyez que ça ne me suffit pas comme information pour tracer les courbes, d'où le fait que j'ai rien tracé encore. Alors, donc on est parti. On avait pour UR, donc c'était un rappel d'il n'y a pas longtemps, que oméga R c'était égal à oméga 0, vous vous souvenez de ça, et que la valeur de l'amplitude à la résonance, ça valait E. C'est bon? C'est ce qu'on a vu il y a un bon quart d'heure. Si je fais une espèce de courbe patatoïdale, d'accord? Ça signifie donc que j'ai ici E, que j'ai ici oméga 0. Je vous rappelle que là, je tends vers 0 quand oméga tend vers plus l'infini. Que je pars de 0 ici, donc j'ai un truc, je sais pas trop, qui va faire ça. D'accord? Je sais pas trop comment ça marche. Alors voilà. Mais vous voyez que vous êtes sûr d'avoir deux valeurs de oméga pour lesquelles vous êtes à E sur racine de 2. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est de prendre E sur racine de 2. Vous vous souvenez des définitions de l'acuité il y a la semaine dernière. De prendre ce truc-là, et de déterminer oméga 1 et oméga 2. Je vous avais dit comment elles s'appelaient ces deux pulsations? Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. Ouais. Des pulsations de coupure. D'accord. C'est bon, je l'ai dit. Donc ça, c'est les pulsations de coupure. Et donc on va essayer de trouver les expressions de ces deux pulsations. Okay. Alors on est parti. Donc on cherche oméga 1, enfin oméga C, d'accord? Tel que en fait, alors c'est parti, ça signifie que l'amplitude de UR en oméga C est égale au maximum de cette valeur divisé par racine de 2. D'accord? Autrement dit, égal à E sur racine de 2. Donc on va essayer de résoudre ça en oméga C. Or, on avait vu que UR, ça se met sous cette forme-là, c'est E sur racine de 1 plus Q carré, facteur de oméga C au carré sur oméga 0 au carré, moins oméga 0 au carré sur oméga C au carré. Égale donc E sur racine de 2. Oui. Pourquoi on utilise oméga C, pas oméga R? Parce que je l'appelle... Alors, oméga R, c'est sûr que non. Ah oui, Je peux garder oméga si ça vous perturbe trop, mais je cherche en fait les oméga C tels que. mais ça n'a rien à voir avec condensateur. Non, ça va avec coupure par contre. Oui, ok. On sait avoir avec coupure. Oui. Je peux... Si l'oméga C vous perturbe, j'enlève. On le résout en oméga, il n'y a pas de problème. Bon, ok, j'enlève l'oméga C.
c'est au perpète. Voilà, je mets des oméga partout. On cherche oméga tel que ça. Voilà, j'enlève les C, tout ça. Voilà. D'accord? Et on retrouvera oméga 1, oméga 2, solution de ça. Est-ce que tout le monde voit que ceci est équivalent à dire que ça, là, ça vaut 1? Racine 2, 1 plus 1. D'accord? Voilà, ça revient à ça. Okay. Ça m'évite 2-3 manipulations absurdes, cette histoire-là. Soit, en fait, Q2, facteur de oméga sur oméga 0, moins oméga 0 sur oméga, le tout au carré, est égal à 1. Oui. Parce que j'ai fait de la merde. En fait, les carrés, ils ne sont pas à l'intérieur du tout. Ils sont ici. Excusez-moi, corrigez ici, hein, d'accord? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Le carré est en... Il n'y a pas de carré à l'intérieur. Voilà. Si vous regardez la forme d'étude tout à l'heure, c'est ce qu'on a. Alors, il y a plusieurs façons de résoudre ce truc-là. J'ai fait pendant des années la méthode subtile, mais je crois qu'elle ne vous parle pas, elle n'est pas instinctive pour vous. Donc on va la faire, on va le faire un peu autrement. D'accord? C'est pas très grave. Alors, ici on a envie de passer à la racine. Et en fait, il faut considérablement se méfier, parce qu'en fait, le problème, c'est que la racine d'un... Si je vous dis racine de x carré, c'est égal à quoi? À la valeur absolue de x. On est d'accord? Or, ce truc-là, là, une fois que vous avez enlevé les carrés, n'est pas forcément positif, contrairement à ce qui se passait tout à l'heure. Donc la valeur absolue peut avoir deux expressions. Ça dépend si c'est positif ou négatif. Okay? En gros, hein, je suis en train de résoudre x carré égale moins 1, et vous savez que ça veut dire que x égale 1 ou x égale moins 1. D'accord? Donc on a en fait deux équations qui vont se passer comme ça. Donc on a un système qui est soit q facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga qui est égal à 1, ou, je ne sais pas pourquoi je mets ça, q facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga qui est égal à moins 1. Voilà. Donc c'est un ou, donc je ne mets pas d'accolade, parce que les accolades c'est et. En maths, d'accord? Là vous avez soit ça, soit ça. Alors je vais essayer de traiter les deux trucs de front, pour vous voyez comment ça se passe. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais tout multiplier par oméga sur oméga 0. D'accord? Pour me retrouver... non, par oméga 0, pardon. D'accord? Pour me retrouver avec un truc complètement en ligne dans cette histoire. Donc, mon Q il va rester. Si je multiplie ça par oméga 0, vous voyez ici j'ai un oméga carré. D'accord? Ici je vais avoir un oméga 0 carré. Et de l'autre côté, un oméga 0. D'accord? Donc j'ai Q facteur de oméga carré moins oméga 0 carré qui est égal à oméga 0. Et là, j'ai Q oméga 2 moins oméga 0 carré qui est égal à moins oméga 0. On est donc en présence d'un polynôme du second degré. D'accord? Plutôt exactement de deux polynômes du second degré. Je vais donc les réorganiser pour que ça ait la même organisation habituelle que des polynômes du second degré. Donc, déjà, je vais tout diviser par Q. Donc, j'ai oméga carré ici. À l'arrivée, vous voyez que je vais avoir un moins oméga 0 carré, qui est mon terme en C, quoi. D'accord? Et puis, en fait, mon terme en oméga, bah, ça ne va pas être très compliqué. Pour le premier, ça va être moins oméga 0 sur Q. Et pour l'autre, ça va être oméga 2 plus oméga 0 sur Q, moins oméga 0 carré, est égal à 0. Oui, je t'écoute. J'ai multiplié par oméga 0. D'accord? Là, donc c'est toujours un ou ici, d'accord? Donc essayez de voir que les trucs vont ensemble. Et là, vous constatez qu'il y a un truc. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de faire... Ça, c'est la méthode pas subtile, mais j'ai essayé quand même de la rendre la plus subtile possible. En tout cas, vous ne tapiez pas dessus à coups de bottin sur le sujet. On va faire un peu de trucs intelligents. On remarque donc qu'on a deux polynômes du second degré. Ça va nous donner combien de solutions dans cette histoire? 4. Ça, c'est pas normal, parce que si vous regardez le dessin droit dans les yeux, vous devriez en avoir que 2. Je t'écoute, Sullivan. Des solutions à 2 ne seront pas les mêmes, non? Bah non. Voilà.
Alors, on prend une de chaque, pourquoi? Non. Delta vaudra 0. Delta de qui vaudra 0? Pourquoi delta vaudra 0? De chaque équation. Ah non, delta vaut pas 0, hein. Il y a un 4. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux me prouver ça, même si c'est vrai? Si, tu peux en fait, Samy. Parce que le produit des deux racines, c'est égal à C sur A. D'accord. Produit des 0 carré sur produit des 0. Donc, vous voyez qu'en fait, le produit des deux racines est négatif. Et donc, si vous avez une solution réelle positive, l'autre est forcément négative. D'accord? On se rend compte également que la somme des deux vaut moins B sur A, donc elle est positive. Donc, on a une solution positive, une solution négative dans cette histoire. Ça, c'est le premier truc subtil à voir. Autrement dit, les deux solutions qu'on cherche, c'est la racine positive de celui-là et la racine positive de celui-là. Ok? Ça, c'est la première étape. Le deuxième truc important qui va vous éviter de faire des calculs horribles, c'est de remarquer que ces deux polynômes ont le même delta. Parce que la seule chose qui change, c'est le signe de B. D'accord? Et ce delta-là, on ne va pas le calculer. D'accord? On va d'abord se convaincre qu'il est forcément positif. Pourquoi le delta est forcément positif? Ouais. Parce que vu que on le tient sur le signe moins du carré ça va arriver. Et après, vu qu'on a moins 4 fois un oméga, c'est-à-dire moins oméga 0 carré, donc là c'est de En fait, ça c'est un espèce de micro-théorème qu'on utilise tout le temps mais qu'on n'explicite pas. Si C et A sont de signes opposés, delta est forcément positif. D'accord? Tout simplement parce que CA est négatif, et donc moins 4AC est forcément positif. B carré étant positif, bah, vous n'avez pas tellement de choix. D'accord? Ça c'est fait partie des trucs de base. Okay. En fait, ça vous raconte que le 0 du polynôme est sous l'axe des abscisses, et que ses limites sont au-dessus, donc forcément vous avez deux racines positives dans le tas. C'est ça, j'ai graphiqué. Donc on y va. Ces deux polynômes ont le même delta, d'accord? Et on en cherche les racines positives. Alors, je ne sais pas laquelle sera oméga 1 et laquelle sera oméga 2, mais on va y aller assez vite. Pour celle-là, donc vous êtes sûr qu'il y en a une positive et une négative. Donc si vous en trouvez une positive, vous oubliez l'autre. Pour celle-là, donc comment s'écrit les racines d'un polynôme du second degré? Vous vous souvenez? Moins b sur 2a, plus ou moins racine de delta. D'accord? Ici, si vous prenez moins b, ça vous donne un truc positif. Si vous rajoutez plus racine de delta, ça vous donnera un truc positif. Donc c'est celle-là la racine positive. D'accord? Vous ne posez pas de questions. Donc la racine positive ici, c'est oméga 0 sur 2q plus racine de delta sur 2. C'est celle-là qui est positive. Même si vous ne connaissez pas l'expression de delta, vous savez que l'autre est négative. Oui. Est-ce qu'on est sûr que l'autre est négatif? Oui, on en a discuté il y a moins de 3 minutes. Le produit des deux est négatif. D'accord? Donc il n'y a aucun choix. Et oméga 2, ça va être quoi? Donc là, vous voyez que ça va donner moins oméga 0 sur 2q. Et donc vous voyez que si vous faites moins racine de delta sur 2, vous tombez avec certitude sur la négative. Donc l'autre est forcément positive, donc ça c'est plus racine de delta sur 2. On est d'accord? Alors en fait, il y a une bêtise, c'est que c'est celle-là qui est oméga 2 et celle-là qui est oméga 1, c'est celle-là la plus grande et celle-là la plus petite, mais ça c'est pas très grave. Et en fait, ce qui vous intéresse pour l'acuité, c'est la différence entre les deux. D'où le fait que delta, vous en avez rien à foutre. Parce qu'en fait, ce qui vous intéresse par définition, c'est donc la valeur absolue de oméga 2 moins oméga 1, c'est égal tout simplement à oméga 0 sur Q. Et ça termine ça, et vous allez pouvoir partir en anglais juste après ces trois caractères-là. A est égal à Q. Je rappelle que l'acuité, c'est oméga 0 sur valeur absolue de oméga 2 moins oméga 1. Donc les oméga 0, enfin, voilà. D'accord? On tracera les graphiques vendredi. D'accord?
Je vous rappelle que vous avez plein de travail à faire demain. D'accord? Et voilà, moi je bouge pas. Si vous avez des questions sur les exercices, n'hésitez pas. On se voit jeudi matin à 8 h et je vous souhaite un joyeux 11 novembre.